Et les parents et les familles qui vous en... Et les parents... Non, je ne... Bonsoir les citoyens, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour un quartier libre, donc une émission dédiée à celles qui s'engagent pour des causes d'intérêt général. Et ce soir, on reçoit nos amis de The Good Lobby qui souhaitent donner la parole à des personnes absentes du débat public à travers une grande campagne, Les Oubliés de la République, que Gaëtan nous présentera dans quelques instants. Salut Gaëtan. Bonjour Cyril. Et comme vous pouvez le voir, on a également la chance, le plaisir de recevoir François Hollande, donc ancien président de la République et président de la Fondation La France s'engage, qui va donc débattre ce soir avec des victimes de la prostitution, des personnes sans abri et des jeunes de l'aide sociale de l'enfance, donc qui se succéderont sur ce canapé à ma droite tout au long de ces 2 heures. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de ce débat un peu exceptionnel. Et je vais donc te passer tout de suite la parole, Gaëtan, si tu peux nous dire déjà un petit mot The Good Lobby, cette association, quelle est sa mission et puis un peu la genèse, le sens de cette campagne que vous portez aujourd'hui. Alors The Good Lobby est une association qu'on a lancée il y a 1 an et qui a pour principale vocation de rassembler les acteurs de notre secteur des affaires publiques pour travailler en pro bono sur ce qu'on appelle des causes orphelines, c'est-à-dire qui ne sont défendues par personne. Et dans ce cadre, on a lancé cette campagne des Oubliés de la République, dont l'objectif est d'essayer de positionner dans le débat public la cause transverse de ces publics que l'on appelle les oubliés, et avec qui vous allez dialoguer ce soir, qui sont des hommes et des femmes qui ont passé des années dans la rue, des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance ou qui y sont. Et ce soir, vous dialoguerez aussi avec une femme qui a été victime, une jeune Nigériane, qui a été victime d'un réseau de prostitution. Alors, en règle générale, les oubliés de la République peuvent avoir vécu 2, 3, plusieurs de ces situations-là, parce que leur premier point commun, c'est d'être à la croisée d'un certain nombre de difficultés sociales et de ne pas avoir le réseau, de ne pas avoir l'entourage leur permettant de rebondir. Et donc, ce sont des gens qui souvent restent dans leur isolement. Il y a un deuxième point commun entre les oubliés de la République, c'est le fait qu'il existe une très grande coupure, voire une cassure entre eux et la société dite bien portante, c'est-à-dire celles et ceux qui insérés se lèvent le matin et pour aller travailler, les croisent en bas de leur immeuble, les croisent à la bouche de métro, sans trop les regarder, sans leur adresser la parole, et au mieux se raccrochent à l'idée qu'il y a des associations qui sont là pour les accompagner ou qu'il y a des administrations qui sont là pour les aider. Le troisième point commun entre ces publics, qui découle un peu du deuxième, c'est quoi? C'est qu'ils ne sont pas tellement associés aux politiques publiques qui les concernent. En gros, ils sont victimes doublement, d'abord d'une marginalisation de la société, d'une marginalisation aussi évidemment de la scène politique. Alors, évidemment, la République, ses départements, les communes sont là pour s'occuper d'eux, mais ne leur demandent pas beaucoup leur avis. Et moi, j'ai toujours été très frappé dans mon métier et en aidant ces publics-là, de voir à quel point, finalement, quand on se lance dans une politique sociale, on considère qu'à partir du moment où on est sur du social, c'est consensuel. Et donc, comme c'est consensuel, il n'y a pas 10 000 manières de le faire, et donc on avance, et il y a aussi un peu l'idée que les insérés savent mieux que les désinsérer, ce qui est bon pour l'insertion. Je prendrai un exemple qui est très simple. On a travaillé avec Repère, dont vous avez déjà face à vous quelques représentants, lors du dernier projet de loi de protection de l'enfance, qui a été voté très récemment par le Parlement. Et moi, il y a 2 choses qui m'ont frappé lors de cet examen. C'est d'une part que très en amont, au moment de la rédaction du texte, les administrations ne se sont pas concertées ni avec les associations de famille, ni avec les associations de pères aidants. Alors, c'est pas nous qui le disons, hein, c'est le Conseil national de la protection de l'enfance dans un avis de mai 2021 qui s'en émeut. Et qu'au moment de l'examen du texte à l'Assemblée, les délais étaient tellement courts. Alors, sous la présidence Macron, tous les textes passent en procédure d'urgence. Mais là, on avait une dizaine de jours entre le moment où le texte a été déposé sur le bureau de l'Assemblée et le moment où il a été examiné en commission, ce qui fait que les parlementaires ne peuvent pas travailler correctement avec des délais aussi courts. Bref, à 2 occasions, la concertation n'était pas au rendez-vous et effectivement,
on peut le regretter. Alors, chez The Good Lobby, on pense qu'à l'inverse, les oubliés de la République gagneraient à être associés davantage, pour 3 raisons. Pour la pertinence des politiques publiques, d'une part, parce que quand on identifie bien les besoins, quand on identifie les contraintes, on cible mieux nos politiques, on engage des moyens qui sont mieux proportionnés. Ça, c'est de toute façon le bénéfice, on va dire, général de la démocratie participative. On y verrait aussi un bénéfice pour la République elle-même en une période où on observe une explosion des individualismes, où on observe une explosion des revendications d'identité blessée, des clivages qui sont de plus en plus durs parce qu'on jouerait sur le lien social, on jouerait sur la valeur de fraternité et ce faisant, on redonnerait du sens à la nation et à sa définition qui en France est très politique. On y verrait aussi un bénéfice pour les oubliés eux-mêmes, parce qu'il est extrêmement important face à ces publics de les remettre au cœur de leur vie, de les remettre au cœur de la société, de les considérer, de les regarder un peu comme si c'était de les regarder comme si c'était des femmes et des hommes à part entière, des citoyens à part entière, et en d'autres termes, de leur redonner de la dignité, de jouer sur la considération, sur l'estime d'eux-mêmes, pour faire en sorte qu'ils rallument un peu cette motivation, cette petite flamme qui les ferait avancer et reprendre du poil de la bête. Voilà, j'ajouterais juste, avant de vous laisser la parole, que pour nous, discuter avec les oubliés de la République, c'est un puissant exercice d'humilité face à la diversité et à la complexité des situations humaines, d'humilité face à la très relative efficacité des politiques sociales. Et c'est vrai que vous allez parler avec des gens qui, de la rue, ont parfois l'impression que la politique bavarde beaucoup quand elle gagnerait à écouter davantage, que la politique est surtout là pour asséner beaucoup de vérité quand elle gagnerait peut-être à douter de temps en temps. Donc, je te propose du coup qu'on leur donne la parole pour les témoignages, qu'on puisse engager cette discussion et vraiment, comme tu le dis, vous donner la parole et vous permettre de réagir à ces vécus. Donc la première séquence que l'on engage est sur l'aide sociale à l'enfance. Alors je donne 2-3 chiffres pour permettre de contextualiser un petit peu cette politique, qui est une politique incomplexe, puisque la gouvernance est partagée. Elle repose à la fois sur l'État qui cadre un petit peu, sur les départements qui ont le lead pour le placement des jeunes, et sur le pouvoir judiciaire aussi qui prend la décision de placement. Il y a en France 310 000 mineurs qui aujourd'hui sont accompagnés par l'aide sociale à l'enfance, 45% dans des familles d'accueil, 40% dans des foyers, et presque 10% dans des hôtels, notamment pour les mineurs non accompagnés, c'est-à-dire les jeunes migrants en dessous de 18 ans. Un chiffre aussi pour montrer qu'on les presse à s'insérer très très vite dans la société, puisque 70% d'entre eux n'ont pas de diplôme, et la plupart à 18 ans, enfin la plupart, une bonne partie d'entre eux à 18 ans se retrouvent très démunis. On estime qu'en dessous de 25 ans, un tiers des sans-abri viennent de l'aide sociale à l'enfance. Voilà, l'association Repère qui nous accompagne dans ce secteur-là vous dira qu'il y a une double inégalité aussi. D'abord entre les jeunes qui bénéficient d'une certaine stabilité parce qu'ils sont dans une famille pendant 10, 15, 20 ans, et ceux qui sont très instables parce que tous les ans, on va les balloter entre un foyer, une famille, un hôtel parfois. Camille d'ailleurs aura cette expérience à vous raconter. Et une autre inégalité entre ceux qui sont accompagnés après 18 ans et ceux qui ne le sont pas. Voilà, donc la séquence de l'aide sociale à l'enfance va durer 30 à 40 minutes. Dans un premier temps, Stéphanie, Camille, Lucas qui va nous retrouver et peut-être Mohamed qui est retardé mais qui arrive et qui va peut-être se joindre à nous, vont témoigner de leur parcours très brièvement. Et ensuite, s'ensuivra une discussion avec Mads et Léo, qui sont des représentants de l'association Repère, pour dialoguer et échanger avec vous. Camille, Stéphanie, qui veut se lancer? Allez. Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Je m'appelle Camille, j'ai 21 ans et je suis étudiante en géopolitique, mais également artiste et journaliste dans le milieu musical. Et j'ai un souvenir assez particulier avec vous, Monsieur François Hollande, celui d'avoir dû lire et étudier votre livre Répondre à la crise démocratique. Oui, dans le cadre d'un partiel que j'avais malheureusement raté, ce qui est assez compréhensible puisqu'à l'époque, j'étais logée dans un hôtel et je n'avais pas de connexion à Internet. Ce placement était l'une de mes plus grandes souffrances qui a pu réveiller en moi des blessures d'humiliation, de rejet et d'injustice. Une blessure de rejet, puisque je voyais autour de moi les jeunes, mes camarades, qui rentraient chez eux, dans leur famille, et moi qui devais rentrer à l'hôtel où je subissais des humiliations, voire même une négation de mon humanité, car une violation de mon intimité et de mon respect. Alors que je prenais ma douche dans une chambre un peu en pagaille, car en rangement, on s'est permis de rentrer. C'est ce que j'ai compris, puisque quelques minutes plus tard, j'ai le directeur de l'hôtel qui m'appelle, il me crie dessus, ne me laisse pas parler, et me dit c'est la dernière fois que les femmes de ménage se plaignent de votre bordel, il y en a marre, écoutez, vous prenez vos affaires au prochain avertissement, et vous descendez vos valises, et vous dégagez, j'appelle vos professeurs, vous dégagez. Sachant que par la suite, on a changé ma couverture pour une autre qui était pleine de semences masculines et d'excréments séchés. Et ce qui a réveillé la blessure d'injustice n'a pas été la menace, mais le mot professeur. Professeur au lieu d'éducateur. Enfin, ça voulait tout dire. Ça voulait dire la méconnaissance de ce que l'on traverse quand on est un enfant placé, de la violence d'un système et surtout des préjugés. C'est une question qui me tient à cœur, ce devoir, cette quête de vérité, parce que je pense que la quête de justice passe par la recherche de la vérité. Et c'est pour ça que je suis à Repère, pour allier ma parole à celle des autres enfants placés, afin d'agir, de communiquer et de demander l'interdiction des placements à l'hôtel. Car il y a eu des cas beaucoup pires, enfin bien plus pires que les miens, que ce soit la contrainte à la prostitution, les meurtres, les suicides. Et l'association qui me prenait en charge et qui m'a placée à l'hôtel ne fait plus cette pratique. Le changement est donc possible. Et si vous cherchez à répondre à la crise démocratique, quand est-ce qu'on répondra à la crise urgente de la protection de l'enfance et qu'on interdira les placements à l'hôtel ? Je vous laisse réagir à l'interpellation sur l'interdiction de placement à l'hôtel. Oui, d'abord, je suis désolé que le partiel ait été raté. J'en porte donc la responsabilité. C'est que le livre n'était pas suffisamment éclairant. Et j'ai été amené à en faire un autre, donc je vous l'adresserai pour que vous puissiez le lire dans des meilleures conditions, c'est-à-dire en n'étant plus à l'hôtel. Qu'est-ce qui explique le problème que vous exposez, c'est-à-dire celui du placement à l'hôtel, c'est qu'on a assez peu de structures de logement, d'accueil, et que les associations peuvent recourir à ce type de solution, faute d'en avoir d'autres. En famille, c'est plus possible à partir d'un certain âge, et les foyers, il n'y en a pas toujours de disponibles. Et donc, quand on dit à un décideur public, on place à l'hôtel, on se dit, bon, c'est pas si mal, le mot hôtel n'est pas en soi péjoratif, on se dit, c'est pas si mal. Sauf que faut voir les structures que vous les avez pas décrites, enfin, vous avez décrites les conditions dans lesquelles vous étiez accueillis et les méthodes qui étaient utilisées par rapport à vous. Donc, le premier devoir, je pense, c'est d'entendre ces témoignages pour décrire les conditions exactes aux décideurs publics, qui les ignorent le plus souvent. J'ai été moi-même, tout à l'heure ça a été rappelé, président d'un conseil général avant d'être président de la République. J'étais donc président d'un département. C'était la Corrèze, les structures étaient différentes. Il y avait une maison de l'enfance, où il y avait là un accueil que je pouvais vérifier, puisque ça dépendait directement de ma responsabilité. Mais autrement, les hôtels, on ne savait pas très bien comment c'était fait pour accueillir des jeunes qui sont en plus en transition, puisque c'est des jeunes majeurs qui sont dans ces structures-là. Donc le premier devoir, c'est d'écouter et de comprendre. Et de voir qu'il y a des structures, en l'occurrence les hôtels, ça ne veut pas dire que tous les hôtels sont dans l'état que vous avez décrit, qui sont insupportables, que personne n'accepterait au nom de sa dignité.
Donc après, la réponse, c'est qu'il faut trouver d'autres solutions. Et donc les solutions qui sont les meilleures, c'est finalement d'offrir un logement social, c'est-à-dire d'être vous-même finalement locataire d'un bien, quitte à ce qu'on vous aide, ce qui ne coûte pas forcément plus cher, ce qu'on vous aide directement à assumer votre devoir de locataire et avoir la caution indispensable, notamment dans le parc social. Et deuxièmement, d'avoir des foyers qui puissent accueillir les majeurs, j'allais dire les majeurs isolés, parce que c'est ça en réalité. Tout le problème, on y reviendra, il y aura d'autres témoignages. L'aide sociale à l'enfance, jusqu'à 18 ans, il y a une espèce d'obligation qui pèse sur les pouvoirs publics. À partir de 18 ans, on est dans une coupure, une rupture qui peut avoir des conséquences extrêmement dommageables. Et c'est ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire que les personnes qui sont dans la rue sont souvent des anciens de l'aide sociale à l'enfance. Parce que la rupture à 18 ans est tout à fait douloureuse et laisse des jeunes sans solution. Stéphanie, je crois que tu as aussi une proposition complémentaire sur le contrôle peut-être des structures qui pourrait être une autre réponse à cette problématique. Oui, tout à fait. Alors, je suis Stéphanie, bonjour, merci Monsieur le Président. J'ai 32 ans, j'ai été placée à l'âge de 7 ans avec mon frère en Gironde. J'avais un petit frère qui, lui, a été placé seul. Il avait 1 an lors de notre placement. Et voilà, je tiens à lui rendre hommage, j'ai beaucoup d'émotions parce que c'est son anniversaire le 14 mars le 14 mars, il aurait eu 26 ans. Et donc je souhaite lui rendre hommage ce soir. Donc lui a été placé dans une famille d'accueil très aimante, un peu trop au goût de l'ASE puisqu'on a décidé de le changer de famille d'accueil. Et ce pour 3 fois, donc il a connu 3 familles d'accueil lors de son placement. Et donc au lieu de l'amour, il a connu la violence, la maltraitance, l'humiliation, le racisme. Et donc il me racontait souvent ces anecdotes, voilà, il mangeait souvent dans les poubelles comme Brimade, où on se moquait de sa couleur de peau. Il pensait s'émanciper à 18 ans avec un contrat jeune majeur, sauf qu'il a choisi une profession qui n'est pas dans les standards pour avoir ce sésame. Il voulait être coiffeur, barbeur, comme les jeunes disent. Mais ça ne rentrait pas en ligne de compte, donc on a rompu son contrat jeune majeur à 2 mois de sa prise en charge et en pleine année scolaire. Malgré tout, il avait un brillant avenir et il excellait dans tout, coiffure, dessin, photographie, vraiment un artiste. Et le confinement est venu, est passé par là, et là il a été comme beaucoup d'autres Français à avoir besoin d'aide psychologique, étant donné son parcours chaotique. Là où encore les portes se sont fermées, comme en fait tout ce qu'il a connu dans son enfance et le ramenant à ce qu'il vivait, ce qu'il a vécu. Et donc voilà, il n'a pas eu le soutien nécessaire et donc il est décédé le 26 novembre 2020. Moi, chez moi, ça a remué beaucoup de choses. J'ai eu des flashbacks de mon enfance parce que j'avais un peu romantisé ma vie et je me suis aperçue que moi aussi, j'avais vécu des souffrances et que nos droits n'avaient pas du tout été respectés. À cette issue, donc, on a voulu, avec mon grand frère, aller chercher les raisons et donc lire notre dossier d'aide sociale à l'enfance qui retrace notre parcours. Et effectivement, il a été constaté que nos droits n'ont pas du tout été respectés, notamment la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été ratifiée par la France en 1989, qui cite notamment le droit aux fratries d'être rapprochés, ce qu'on a demandé maintes et maintes fois, et c'est noté dans notre dossier, notamment aussi le fait que l'enfant doit être acteur de ses choix, ce qui n'a pas du tout été respecté. Voilà, donc d'où mon engagement chez Repère, avec Repère, pour faire en sorte que nos droits en tant qu'enfants soient respectés pour qu'on soit des adultes épanouis, ce qui n'a pas été le cas pour mon frère. On m'a dit, votre cas, effectivement, dans votre dossier, il y a eu beaucoup de défaillances, mais vous êtes un cas à part. Sauf que chez Repère, on en voit tous les jours des cas comme ça. Et il y a des histoires similaires et des choses qui passent à la trappe parce que les gens ne s'engagent pas forcément. Voilà, aujourd'hui, on me demande d'écrire au conseil départemental, qui est la direction de l'ASE, donc là où j'écrivais quand j'étais petite, quand j'avais des requêtes qui n'ont pas été écoutées. Donc j'aimerais vous demander à qui je m'adresse pour le fait que mes droits n'aient pas été respectés. Voilà, à qui je fais ce courrier en fait, parce que je ne veux pas faire le courrier à l'ASE, clairement, qui est jugé partie. Et aussi, chez Repère, on porte une volonté d'une instance qui soit indépendante,
type haute autorité de la protection de l'enfance, au même titre que la haute autorité de la transparence de la vie publique ou la haute autorité de santé, qui aurait un pouvoir de contrôle, qui aurait un pouvoir de décision sur des établissements qui ne sont pas du tout habilités à recevoir des enfants ou des pratiques qui ne sont pas du tout conformes. Voilà ce qu'on demande chez Repère. Et à titre plus personnel, j'aimerais vraiment vous demander comment je fais pour que mon dossier soit réévalué, pour que mon frère ait réparation et justice. Voilà la question. Tous les cas sont singuliers. Sauf que quand ils s'ajoutent les uns et les autres, ça fait quand même une tendance générale. Et donc, il y a beaucoup de souffrance, même dans les situations plus heureuses ou moins malheureuses, vous par rapport à votre frère. Quand il y a donc un recours qui doit être fait, puisque l'aide sociale à l'enfance, je le rappelle, dépend des départements. Donc quand il y a eu une erreur, une faute, une responsabilité, c'est vis-à-vis du département qu'il faut agir. Donc ça peut se faire devant les tribunaux, mais vous imaginez demander à un jeune d'aller devant le tribunal administratif, de dire voilà, j'ai été maltraité, bon, ça prendra des mois et il a autre chose à faire. Deuxièmement, d'aller demander au président du conseil départemental, qui est l'autorité politique, ça c'est possible. Mais après, ça veut dire que c'est à lui, l'autorité politique, de voir ce qui s'est passé dans son service, si tant est qu'il s'en occupe lui-même. Bon. L'autre solution, puisque vous me demandez une solution, ça serait d'aller vers le défenseur des droits. Le défenseur des droits, c'est justement quand il y a eu une atteinte à la dignité, un service qui n'a pas été convenablement assuré, une méconnaissance des droits, d'aller devant ce qu'on appelle le défenseur des droits. En l'occurrence, c'est une femme qui est défenseur des droits, et elle a précisément cette responsabilité. Et donc, tout à l'heure, je vous dirai comment faire, mais vous l'avez saisi. Et ça met beaucoup de temps. Ça met beaucoup de temps, bien sûr. D'où le rôle des associations. C'est pour ça que vous parlez au nom d'une association Repère, parce que c'est quand même plus facile de défendre ses droits collectivement que de les faire individuellement. Donc on a besoin d'associations. Et le rôle de l'État, c'est d'aider les associations pour qu'elles fassent un travail qu'il pourrait faire lui-même, mais qu'il est peut-être préférable de laisser à une association qui est plus motivée et qui est composée de personnes qui sont concernées, quitte à ce que l'État, à un moment, prenne sa responsabilité. En ce moment, on parle beaucoup des EHPAD, hein, des contrôles qui n'ont pas été faits dans les EHPAD, les EHPAD privés. Bah, et finalement, c'est le même défaut de contrôle. Là, ça peut être par rapport à des structures, des hôtels, des foyers, ça peut être par rapport à des familles qui n'ont pas fait leur devoir, les familles d'accueil, ou par rapport à une collectivité. Donc il faut aussi qu'il y ait des contrôles qui soient faits. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas une autre autorité pour effectuer justement cette surveillance, ou ce contrôle, ou ce droit qui pourrait être reconnu pour une saisine quand il y a eu une responsabilité d'engager, pour une réparation? Oui, mais à ce moment-là, ça devrait être le défenseur des droits qui devrait avoir plus de moyens pour faire ce travail-là. Et ensuite, permettre une réparation. Parce que lorsqu'il y a eu, c'est le cas pour votre frère quand même, la mort d'une personne qui a préféré mettre fin à ses jours, j'imagine, hein, ça. Là, il y a un devoir de réparation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est produit? Et donc, voilà pourquoi il est important d'avoir une autorité. Et si le défenseur des droits ne vous a pas répondu, ou a mis trop de temps à vous répondre, c'est aussi un problème. Donc, on essaiera d'en parler quand vous voudrez. Ce qui montre aussi le manque de structure pour recevoir ces plaintes, parce qu'il est saisi de beaucoup de cas, Ouais. Et les dossiers ne font que s'empiler au fil des années. Je dirais aussi qu'il y a un vice un peu structurel dans l'ASE, qui profite du fait qu'il y a cette grande coupure entre la société et les oubliés, c'est-à-dire qu'en fait, ça intéresse peu de monde, et dans les conseils départementaux, on ne rend jamais de compte, il n'y a jamais de débat sur la politique de l'ASE. Il n'y a jamais de compte-rendu, il n'y a jamais de... Et c'est vrai que je pense que les services départementaux peuvent avoir l'impression de pouvoir faire beaucoup de choses sans qu'il y ait la pression extérieure, sans qu'il y ait de contre-pouvoir, ou sans qu'il y ait de mission d'inspection.
même si le président du département peut tout à fait diligenter une inspection en son sein. Alors, il faut être juste, ça dépend des départements. Dans les départements peu peuplés, ce qui était le mien, la Corrèze, c'était possible de faire justement ce travail-là, de vérifier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'abus, d'erreurs ou de responsabilités engagées. Dans des départements très peuplés, où il y a plusieurs centaines de situations comme celles que vous décrivez, les vôtres, là c'est plus difficile. Donc et il y a donc une inégalité selon le département dans lequel vous allez être. Vous voyez et ça c'est un problème en France, on est très attaché à l'égalité. Pourquoi je suis moins bien suivi dans un département que dans un autre, au prétexte que je suis arrivé là par un concours de circonstances dans ce département-là, dans cette ville-là. Donc ça aussi, il faut donc un système qui permette d'égaliser les situations et que l'État ne se défausse pas sur les départements en disant je n'ai pas à en connaître puisque c'est chacun chez soi. Pourtant, on plaide souvent pour la décentralisation, donner plus d'autonomie, d'indépendance aux collectivités en même temps. Est-ce qu'une autre autorité pourrait répondre à toute cette Oui. cette cohérence? Oui, non pas pour gérer à la place, ça je pense que ce serait une erreur. On est mieux placé au niveau d'un département pour savoir quelles sont les familles qui reçoivent, comment on peut soutenir un certain nombre de jeunes qui sont en difficulté ou en détresse, quels sont les foyers que l'on peut créer. Donc il ne s'agit pas de remettre en cause justement le pouvoir de décision au plus près, mais il s'agit d'évaluer ce qui se passe à l'échelle nationale pour qu'on ait à peu près les mêmes règles qui soient respectées partout et les mêmes inspirations de politique ou les mêmes conclusions de politique. Le Parlement non plus ne fait pas ce travail-là, il le fait à l'occasion du vote d'un texte, mais quand il y a aussi peu de temps pour l'évaluer ou l'élaborer et ensuite le voter, ça ne permet pas de faire une évaluation. Alors, il y a une structure au ministère, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, l'inspection générale des affaires sociales, qui fait régulièrement des rapports sur ces questions-là, mais qui lit ces rapports-là Vous conviendrez peut-être, Monsieur le Président, qu'il y a un très grand décalage entre le poids que représente l'ASE dans le budget des départements et le temps que l'on consacre à discuter de ces sujets-là dans l'hémicycle des départements. Mais pour une raison que chacun peut comprendre, qui n'est pas une raison péjorative, c'est que politiquement, quel est le poids des personnes qui sont placées à l'ASE par rapport à la situation des personnes âgées. Je ne veux pas essayer de dire qu'il faut que les personnes âgées sont partout bien considérées, bien traitées. Bon, ça pèse, il y a des familles. Mais quand on est seul, précisément, il n'y a pas de famille. Donc ça ne pèse pas politiquement. Et c'est pour ça que vous appelez ça les oubliés. Les oubliés, c'est quand on n'a pas de capacité de pression. D'où l'importance des associations. Vous êtes des citoyennes, des citoyens, vous avez un pouvoir. Il faut l'exercer. C'est tout le sens de la campagne que vous menez à The Good Lobby. Alors, je vais faire tourner la parole. Le temps file. Lucas, je me tourne vers toi. Parce que tu as évoqué, Stéphanie, le contrat jeune, et je crois que tu voulais intervenir sur ce sujet. Oui, c'est totalement mon sujet. Et ce soir, il y a vraiment beaucoup de choses que je pourrais vous dire. Mais je vais surtout m'attarder sur l'absence et les impossibilités. Là, moi, juste devant vous, j'ai 19 ans, je suis étudiant. Je suis peut-être bien habillé et je parle aisément. Mais il y a 10 ans, moi, j'étais un gamin placé, parfois colérique, mais toujours têtu. Pendant ce premier placement, moi, j'ai subi des violences sexuelles. J'ai surtout subi l'éloignement de ma fratrie, mes sœurs, celles qui s'occupaient de moi parce que maman ne pouvait pas. En 2012, à mes 10 ans, moi, je suis retourné chez ma mère et je me souviens de la peur, de la pression, des fins de mois. Puis les coups, pas ceux avec les poings ou le revers de la main, mais plutôt ceux des insultes, de la dégradation et du rejet. Je souffrais chez moi, donc je m'épanouissais à l'école. J'étais plutôt bon, même si parfois je faisais vraiment le con. Et Manu, moi, ma grande sœur à moi, Manu, elle m'avait appris à lire quand j'étais enfant. Elle aussi, elle était forte à l'école. Mais elle a été orientée en filière professionnelle, alors que depuis la 3e, elle voulait aller en littéraire. Et à la maison, la mère faisait tout pour la faire fuir. Et un jour, Manu, elle a été virée de chez moi, jetée à la rue. Elle a été placée en urgence à ses 15 ans, pour la 2e fois à l'aide sociale à l'enfance. Moi, c'est à mes 14 ans qu'on m'a enjoint à quitter le giron familial. C'était un soir de novembre. J'ai pas pu dire au revoir à mon petit frère duquel je m'occupais parce que maman, elle, ne pouvait pas. J'ai été placé en urgence. C'était en 2016. Quelques mois plus tard, ma sœur, qui entamait son premier contrat jeune majeur, elle a été une nouvelle fois lâchée. Un faux pas, on déchire le contrat.
un affaiblissement, un mauvais moment après des années de violence, et c'est l'abandon. Ma sœur, elle, s'est retrouvée à la rue. Elle devait passer le bac et avoir une vie douce d'adolescente. Mais elle n'a pas pu. Et à mes 17 ans, moi, je devais préparer mon départ de chez ma famille d'accueil. Je savais depuis longtemps que je voulais devenir professeur, et je veux toujours devenir professeur d'ailleurs. Mes profs, eux, ils n'avaient pas failli quand l'ASE avait voulu me diriger vers une filière professionnelle que je ne désirais pas du tout. Moi, personnellement, je voulais étudier, m'émanciper, vivre ma jeunesse. Mon éducatrice, elle a décidé de couper tous mes rêves avec cette phrase. On ne sponsorise pas un jeune qui veut faire des études longues. D'une aide alimentaire en deçà du seuil de pauvreté et d'un accompagnement social, on en est arrivé au sponsor des jeunes selon l'amortissement de leur coût. Pire, d'un système de solidarité nationale, on en est arrivé à une gestion des vies selon un barème que les tenants de ce système n'appliqueront même pas eux-mêmes à leurs propres enfants. C'est pour ça qu'à Repère, nous, on demande une aide pour les jeunes majeurs qui prennent en compte et protègent les jeunes sortants et sortantes de l'ASE. Jusque 25 ans, avec un droit au retour si le jeune décide de quitter le dispositif, pour que chacun puisse avoir accès à un suivi psychologique, à un logement, à un revenu, à la hauteur de la dignité humaine et pour s'épanouir. Je pense que nous avons le droit à la vie douce. Moi, ce soir, Monsieur le Président, j'entrerai dans mon logement étudiant. Ma sœur, elle, passera peut-être la nuit. Et vous, monsieur, pour nous, est-ce que vous nous rejoindrez dans ce combat pour un avenir viable et vivable pour la prochaine génération des sortants de l'ASE? Alors peut-être expliquer ce que c'est qu'un contrat jeune majeur, puisque vous l'avez pratiqué, avec sa précarité. Personnellement, je n'ai pas eu de contrat jeune majeur. Moi, en fait, on m'a découragé de le demander parce que je voulais faire des études longues. Ma sœur, la mienne, a eu un contrat jeune majeur et en fait, c'est une petite allocation que vous avez. Vous pouvez avoir un accès favorisé à l'aide psychologique, au logement, à l'accompagnement social pour tout ce qui est papier, etc. Mais en fait, déjà, on dit contrat, alors que ce n'est pas un contrat, parce que entre une personne en extrême pauvreté ou en précarité et une administration qui peut vous donner de l'argent, c'est pas deux parties égales. C'est une aide qui devrait être obligatoire pour nous jusqu'à 25 ans, enfin, qui s'adresse jusqu'aux 25 ans. Et en fait, c'est utilisé par les départements, cette dimension contractuelle, en plus c'est devenu commun de dire contrat, pour en fait les couper dès que le jeune ne remplit pas sa part du contrat. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez vécu pendant des années des violences de la part de vos parents, etc. Vous avez été placé, replacé, déplacé, etc. À la fin, vous êtes replacé, on vous propose un contrat jeune majeur. Eh bien, vous avez un faux pas, vous avez un coup de fatigue, vous avez du mal à aller en cours, vous ne présentez pas un examen, eh bien, on vous coupe le contrat jeune majeur. C'est-à-dire que déjà, vous avez les doigts cassés, mais en plus, on appuie dessus avec le talent. Alors, c'était une formule au départ qui paraissait judicieuse, de dire à un jeune qui sort de l'ASE, on va vous accompagner et on va vous donner un revenu certes faible, mais pour vous permettre de faire votre vie. Mais comme vous l'avez dit, c'est un contrat extrêmement précaire qui, en plus, suppose une orientation et pas forcément un libre choix pour un avenir tel que le jeune l'entendrait. Et quelquefois, il préfère même se débarrasser du contrat jeune majeur et vivre comme il l'entend. Donc, ce qu'il faudrait, c'est avoir un mécanisme qui vaudrait de 18 à 25 ans, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'évaluation, et d'accompagnement, parce que vous avez besoin, on a tous besoin d'être accompagnés. On ne veut pas simplement recevoir une prestation. On veut avoir le bon conseil, on veut avoir le bon appui pour un logement, on veut avoir la bonne orientation professionnelle ou universitaire. La précarité, c'est pas seulement l'argent, c'est le réseau. C'est le réseau. Donc, il faut absolument que ça ne devienne pas une prestation où simplement on verse une allocation. Ça doit être un suivi. Et ça doit être assuré jusqu'à 25 ans. Alors, ça fait toujours des coupures, mais à un moment, il faut aussi avoir l'autonomie et l'émancipation qui sont nécessaires et un but. Mais voilà, il faut transformer le contrat jeune majeur en contrat long et en mécanisme d'accompagnement du jeune vers le destin qu'il espère. Sur ce point du long terme, je me permets un chiffre que j'ai lu dans le rapport de la Fondation Abbé Pierre. Il y a seulement 1% des jeunes de l'ASE qui bénéficient d'un contrat jeune majeur supérieur à 6 mois. Donc il y a beaucoup de contrats très courts qui ne permettent absolument pas aux jeunes de se projeter justement dans le temps long que vous appeliez de vos vœux.
Et sur la question aussi des contrats jeunes majeurs, je trouve qu'il y a une reproduction des inégalités sociales. À titre personnel, derrière moi, à l'étranger, j'ai une famille relativement bourgeoise qui a pu me payer une licence dans le privé, qui aujourd'hui me loue mon appartement. Et aussi, j'habitais dans le 92, qui est l'un des départements avec le plus de budget. Donc, on se rend compte à travers ce parcours que les inégalités sont reproduites parce que bien évidemment que j'ai eu mon contrat jeune majeur puisque j'avais déjà un parcours tout tracé avec des études qui étaient possibles et à titre personnel je m'en suis presque voulu à certains moments d'être née dans ce cadre privilégié alors que je dois être peut-être on doit être très très peu à faire partie d'une famille qui a les moyens et il y a une grande précarité chez la majorité des jeunes de l'ASE. Je suis navré, je l'ai dit en début de live, j'ai ce travail ingrat de devoir maîtriser le temps. Je l'ai déjà très mal fait mon travail. On a dépassé le temps. Moi, je te demanderai, je sais que tu avais prévu un texte, mais très rapidement te concentrer sur la proposition et la question que tu souhaitais poser à François Hollande. Okay. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Mohamed, j'ai 19 ans. Je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans et demi. Une fois arrivé en France, la police m'a ramené à la Croix-Rouge. Et Prends ton temps. Ouais. Arrivé à Paris, j'étais ramené par la police à la Croix-Rouge qui m'a placé dans un hôtel pendant presque 3 mois et m'a orienté à l'aide sociale à l'enfance au SEMNA, le secteur éducatif près des mineurs non accompagnés. Ensuite, j'ai été placé en famille d'accueil pendant quelques mois par la Fondation Grand C, mais cela s'est mal passé car la famille d'accueil ne s'occupait pas de moi et me délaissait beaucoup. J'ai donc ensuite été placé en appartement semi-autonome par la Fondation. À mes 17 ans et demi, j'ai commencé avec mes éducatrices les procédures administratives pour ma régularisation. À mes 18 ans, j'ai fait une demande de carte séjour, vie privée, vie familiale. J'ai fait cette demande car cela m'aurait permis d'être accueilli dignement en France, de pouvoir exercer l'activité de mon choix, de gagner ma vie ici en France et de me sentir en sécurité une fois mes études terminées. Au lieu de cela, la préfecture a refusé ma demande et m'a donné une carte séjour étudiant. Face à ce manque d'écoute et de considération, j'ai perdu ma motivation. Je me suis senti découragé parce que mon besoin n'a pas été entendu. Ma demande n'a pas été prise en charge et la solution que l'on me donne ne correspond pas à mes besoins. Ce qui ne me garantit pas de pouvoir de travailler si je décide d'arrêter d'étudier, car j'ai besoin de gagner ma vie. Je sais que le changement de statut pour mon titre de séjour ne sera pas évident à effectuer. Ce qui me stresse beaucoup, je ne sais pas où je serai demain. Et cela crée beaucoup de peur et d'anxiété. À rejoindre Repère, j'ai vu que nous étions des centaines de jeunes à vivre cela. Et j'ai retrouvé un courage. Alors que je vis dans des conditions où je m'inquiète tous les jours de mon avenir, j'ai trouvé une écoute, un collectif qui sait m'aider à porter ma voix. Actuellement, je suis en apprentissage avec la SNCF pour passer un bac pro maintenance des systèmes de production connectés. Je suis très heureuse car mon rêve était de travailler avec la SNCF. Mes études se terminent en 2023. Je ne sais pas si j'arriverai à changer mon titre de séjour d'ici là. Cette certitude me pèse beaucoup et m'empêche de me projeter dans ma vie professionnelle et de pouvoir terminer mes études sereinement. Aujourd'hui, nous souhaitons, avec Repère, que des solutions adéquates soient apportées. Nous souhaitons que les jeunes enfants placés se sentent en sécurité et écoutés pour éviter le découragement, le stress
l'anxiété des procédures administratives, nous demandons que le titre de séjour soit délivré automatiquement à la majorité pour tous les enfants placés. Donc Mohamed, c'était très bien expliqué. Tu l'as fait en minimum de temps. Hein. Et c'était très clair. Tu as parfaitement démontré que si c'est une carte de séjour pour étudier, ça t'empêche de travailler. Et toi, ton objectif, c'est de travailler. Et que tu ne veux pas être là en attendant un titre de séjour sans pouvoir avoir les moyens de subsistance. Là, en ce moment, tu as un contrat d'apprentissage, tu travailles d'une certaine façon. Mais au terme du contrat d'apprentissage, si tu n'as pas la carte de séjour, tu ne peux pas avoir l'emploi que tu attends à la SNCF ou ailleurs. Peut-être même que la SNCF va te proposer un travail. Ça sera d'autant plus frustrant d'avoir fait ce parcours et de ne pas pouvoir occuper l'emploi qui t'est proposé faute de carte de séjour. Alors, est-ce que ça doit être automatique ? Tout mineur isolé devrait avoir une carte de séjour de travail. C'est pas forcément possible, mais celui qui veut travailler, ce qui est ton cas, celui qui veut s'insérer, s'il n'a pas la carte de séjour de travail, il devient quoi ? Il devient, après avoir été mineur isolé, il devient sans-papier. C'est ça le destin qu'on propose. Et après, peut-être, comme il sera resté pendant un certain nombre d'années sur le territoire, il sera régularisé dans quelques mois ou dans quelques années. Et pendant ce temps-là, il aura été mis à la rue. Donc le mieux, effectivement, c'est d'avoir un système de principe qui serait de fournir une carte de séjour de travail. Et de permettre que le jeune puisse lui aussi chercher du travail, parce que c'est ça qui fera sa motivation. Donc, Repère, je pense que c'est ça qui est la revendication de Repère, c'est pour les mineurs isolés. Pour bien comprendre, les mineurs isolés, c'est les mineurs étrangers, hein, donc qui viennent après souvent un long périple. Toi, tu venais d'où ? De Guinée, ouais. Il y a beaucoup de mineurs isolés qui viennent de Guinée et qui ensuite passent par des structures d'accueil semblables à celles que vous avez décrites, mais qui se retrouvent dans une difficulté supplémentaire à tous les autres, c'est justement de ne pas pouvoir travailler. Écoutez, je vous remercie tous les quatre pour vos témoignages. Je pense que vous avez montré l'ampleur des problèmes. Je pense qu'on n'a pas fait le tour de la question et que clairement, pour les 5 ans à venir, vous avez une campagne à mener à The Good Lobby pour sensibiliser à tout point de vue. On a entendu les ministères, les départements, les parlementaires pour faire avancer les choses. On va continuer encore quelques minutes avec Mads et Léo qui vont nous rejoindre. Donc je vais inviter à nous rejoindre sans coupure, parce que je l'ai dit, on a pris un petit peu de retard. Et je vois effectivement, on a eu beaucoup de témoignages qui vont dans le même sens dans le chat, avec une dame qui nous disait, elle, qu'à son époque, elle a 61 ans, que le placement à l'hôtel n'existait pas. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce que c'est un progrès pour ceux qui n'avaient rien, ou est-ce que finalement, comme ça a été témoigné là, c'est pas franchement mieux ? Eh bien, merci de nous avoir rejoints. Désolé pour le retard qu'on a déjà pris. Je vous rends immédiatement la parole pour réagir et peut-être étayer, compléter les témoignages qu'on a déjà eus. Bonjour Monsieur le Président. C'est compliqué pour nous d'intervenir après les témoignages qui ont été ceux de Camille, Stéphanie, Lucas et Mohamed. Mais il y a un point que vous avez mentionné qui nous semble important. Vous avez dit à un moment... le problème, c'est qu'il n'y a pas de poids politique de la part des personnes justement qui s'expriment. Et au moment où on a préparé cette rencontre, il y a eu beaucoup de commentaires dans l'équipe en se disant c'est génial d'un côté de pouvoir vous parler et de pouvoir vous faire entendre ce qu'on a aussi à dire. Et en même temps, c'est toujours aussi la même chose, beaucoup de témoignages. On est souvent amené à témoigner. Sachant que quand on est placé, on est souvent amené à devoir parler devant la psy, devant le professeur, devant l'assistante sociale, le juge, etc. Mais au final, pour quel résultat ? C'est un peu l'enjeu. Et moi, j'ai en souvenir un moment où vous étiez président, en 2015, vous êtes allé au Conseil économique et social, et il y avait un jeune qui s'appelait Johan, qui était placé aux orphelins apprentis d'Auteuil, et qui était étudiant. Et vous avez expliqué que sa situation à lui, c'était justement qu'il pouvait pas aller au bout de ses études. Il était tout le temps dans l'incertitude de savoir si
oui ou non demain il serait mis à la rue, etc., etc. Et vous lui aviez répondu qu'il y avait une loi qui était en préparation et que justement, il fallait que ça aille jusqu'à la fin des études. Et nous, on a applaudi à ce moment-là parce qu'on s'est dit, là, il y a une vraie victoire. Sur la base d'un témoignage et sur la base d'autres témoignages concordants, il y a une volonté politique. Et dans les faits, il s'est rien passé derrière par rapport à ça. Enfin, si. L'interprétation qui a été donnée de votre parole par le gouvernement à l'époque, ça a été, on va continuer les contrats jeunes majeurs jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, ce qui a plus du tout rien à voir. C'est-à-dire que vous commencez un BTS pendant 1 an et puis vous n'avez pas la certitude de pouvoir aller au bout des 2 ans. Donc nous, le constat qu'on fait, c'est qu'effectivement, il y a une impuissance politique qui est beaucoup liée au fait que notre parole, elle est très peu prise en compte. Mais il faut derrière qu'il y ait aussi une société civile qui s'organise et des associations qui aient les moyens aussi de se faire entendre et qu'on ne soit pas uniquement dans du témoignage, mais qu'on puisse aussi être associé à la construction des solutions. Parce qu'en fait, dans ce qui a été dit par nos camarades tout à l'heure, il n'y a rien de compliqué en réalité. C'est-à-dire que les solutions, elles sont pas très chères. En tout cas, ça coûte beaucoup plus cher de ne pas agir, ce qu'on fait depuis des années. Et surtout, pour être co-construite avec les personnes qui en connaissent les détails. La protection de l'enfance, c'est très gros, c'est très abstrait, mais il y a un vrai savoir d'expérience de la part des personnes concernées et qui est trop peu pris en compte à l'heure actuelle. Moi, ma question, elle est assez simple. Qu'est-ce qu'on peut faire justement par rapport à ça, par rapport à la puissance qu'on peut donner au corps intermédiaire, entre guillemets? Ça vaut pour les enfants placés, mais ça vaut aussi pour les autres collectifs qui parlent avec vous ce soir. Et puis malgré tout, sur la décentralisation, pour être honnête, on n'a pas été très convaincu par votre réponse, Monsieur le Président, parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a des inégalités qui sont pas justifiables d'un département à l'autre. 80% des mesures de placement, elles sont d'ordre judiciaire. Le fait qu'il faut être au plus près du terrain, ça c'est les associations qui peuvent le faire. 80% des enfants sont confiés à des assos. Sauf que aujourd'hui, la décentralisation de la protection de l'enfance, pour nous, elle n'a pas de sens. Elle se justifie plus à l'heure actuelle. Quand ça a été fait dans les années 80, on s'est dit, bon voilà, les enfants placés, ça va avec le social, mais sans vraiment réfléchir aux conséquences. Et les conséquences, c'est celles que nos camarades vous ont dites. Elles sont parfois dramatiques. Et surtout, est-ce qu'il faut se battre sur 100 terrains différents, 100 terrains d'action différents? Comment faire quand les présidents de département sont élus que par 40 ou 50% des électeurs? Il n'y a pas d'espace démocratique pour parler de ces sujets-là en réalité. Donc il y a un vrai sujet pour nous autour de comment est-ce qu'on recentralise cette politique-là. Oui, alors 2 questions. Deux pour le prix d'une. Voilà. La première, je me souviens très bien de l'interpellation au Conseil économique et social de ce jeune qui montrait avec beaucoup de force et de conviction qu'il y avait une rupture qui se faisait au moment de sa majorité. C'est ça d'abord qu'il exprimait, c'est-à-dire finalement on est seul avec notre majorité pour assumer une mission qui est de nous intégrer alors même qu'on n'en a plus les moyens, ou on n'en a pas les moyens. Et comme on est sans famille, le plus souvent, on a encore plus de difficultés que les autres. Bon. Alors, moi j'avais pensé qu'avec le contrat jeune majeur, c'est pour ça que j'y suis revenu, on pouvait trouver une solution, et qu'on voit bien que l'année scolaire, même si c'est déjà une garantie de le faire suivre jusqu'à l'année scolaire, ça ne suffit pas. Il faut avoir un parcours. En fait, il faudrait appeler ça un parcours. C'est un parcours pour les 5 ou 6 années qui suivent l'accession à la majorité. Et c'est ce que je pensais annoncer et que l'administration a transformé par une structure annuelle d'évaluation. Deuxièmement, alors, la question de la décentralisation. En ce moment, si vous écoutez tous les candidats à l'élection présidentielle, ils sont tous pour la décentralisation. Avec de bons arguments, qui est de dire, au plus près, on peut avoir une administration plus sensible, plus à l'écoute, plus informée de la situation des familles d'accueil ou des établissements. Si on centralise ça à Paris, c'est impossible. Donc, comment faire pour concilier la nécessité d'être au plus près avec une politique nationale? Parce que ce qui fait défaut, c'est l'absence de politique nationale en matière d'aide sociale à l'enfance. Et c'est pourquoi il faut avoir, à mon sens, au niveau du ministère, une structure d'évaluation, une structure d'accompagnement des départements, et peut-être une péréquation même entre départements pour les finances que certains n'ont pas à leur portée pour accompagner
accompagner les jeunes. Donc je ne recentraliserai pas la politique d'aide sociale à l'enfance. Je vois pas qui, c'est pas les préfets qui vont s'occuper des jeunes qui sont concernés par ce problème. Mais je pense qu'il faut une structure nationale avec les associations, parce que vous avez parlé des corps intermédiaires, qui évaluent ce qui se passe. Et tout à l'heure, ça a été quand même bien dit, il faut une structure aussi de contrôle et des sanctions. Et donc ça, c'est à mon avis, où la haute autorité, si c'était la demande qui était faite, mais il ne faut pas multiplier les structures, mais c'est la défenseur des droits qui est aussi le défenseur des enfants. Parce qu'en fait, je pense que tout le monde sera d'accord sur les propositions qui sont là, comme celles que vous aviez faites en 2015, mais elles n'aboutissent pas. Quel est le mode d'emploi pour The Good Lobby, pour demain aller voir les responsables politiques et faire en sorte que concrètement ces solutions soient mises en œuvre? Il y a quelque chose qui est très, très important, c'est que le dernier projet de loi, on était à 1 an des élections, donc il ne fallait pas trop embêter les départements. Ça, on le sentait bien. Oui. Tout ne passe pas par la loi. Il faut faire attention d'être toujours en train de demander des lois qui ensuite ne sont pas forcément appliquées. Pour faire ce qu'on vient de dire, il n'y a pas besoin de loi. Pour dire que le contrat ne sera plus annuel, mais sera sur un parcours. Pas besoin d'une loi. Il faut définir une politique et y mettre les moyens correspondants. Deuxièmement, alors peut-être là il faudrait un texte pour que ce soit le défenseur des droits qui soit la haute autorité dont vous parlez. Bon, il faut simplement préciser et lui donner les moyens en personnel pour faire ce contrôle-là, cette évaluation. Donc ne laissons pas penser que ça va être forcément un grand chamboulement. Il faut être capable de mener une politique au niveau national. Or c'est vrai que comme il y a eu la décentralisation, il y a même s'il y a encore, je crois, un ministère qui doit suivre la question de l'enfant, ce sujet n'est pas véritablement traité au niveau politique. La preuve, c'est que dans le débat d'aujourd'hui, on parle de la politique familiale, mais sur la politique de l'enfance en difficulté, parce qu'il y a aussi tout ça. Il n'y a pas que l'aide sociale à l'enfance, il y a aussi l'enfance en danger, il y a ce qu'on doit faire dans les quartiers. Donc c'est là qu'on a besoin d'une politique nationale. Et là, vous avez raison, c'est que ça coûte moins cher d'avoir des structures préventives que d'avoir des jeunes qui, après des parcours chaotiques, tombent dans la rue ou la délinquance. Et c'est souvent ce qui se prépare. Et puis surtout, pour nous, l'enjeu, c'est on est présent dans 8 départements repères. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les inégalités, elles sont maximales, qu'il y a malgré tout de la part des départements de plus en plus l'envie d'écouter, d'entendre la parole, mais que ça reste que du témoignage, que c'est pas considéré en fait comme une parole. Vous voyez, pour toucher du doigt ce que c'est vraiment une politique publique, bah en fait, il y a rien de mieux qu'écouter en fait Mohamed, Stéphanie en parler en réalité. Et ça pourrait orienter justement les choix politiques, mais c'est trop insuffisamment fait en fait. On reste dans juste un peu de la sensiblerie, du témoignage, alors que ce qu'ils disent, c'est politique et ça a de la puissance. Oui, mais il faut de la représentation. Ça, c'est très important. La citoyenneté, c'est pas simplement de témoigner. La citoyenneté, c'est de s'engager dans un ensemble, une association, un groupe, qui va porter des revendications et qui va être des interlocuteurs pour les pouvoirs publics. Donc c'est pour ça que votre association, d'autres, doit absolument s'élargir, se structurer, parce que c'est ce qui va permettre à des jeunes, non seulement de témoigner, mais d'être représentés. Tu souhaites intervenir ? Bonjour Monsieur le Président, moi j'ai juste une dernière question, puisqu'en gros, effectivement, tout ce qui a été témoigné par Camille, par Mohamed, par Stéphanie, nous à l'association depuis pas mal de temps, depuis très longtemps, on mène des actions, à la fois de sensibilisation, mais aussi de dépôt d'amendements pour pouvoir changer les choses et pouvoir avancer, et que ce qui se passe ne se reproduit pas pour l'avenir. Et du coup, ma question, c'est si vous avez là un message à transmettre, puisque en tout cas dans les années à venir, dans les mois à venir, on va s'adresser au pouvoir politique, les départements, ou encore l'équipe présidentielle qui va se mettre en place, ou encore l'opinion publique. Donc, si vous avez là aujourd'hui un message à les transmettre par rapport à tout ce que vous avez entendu, à tous les témoignages, de votre vision aussi de l'avenir social, quel serait ce petit mot, ce petit message ? Le message, c'est qu'il y a aussi des familles généreuses, il y a aussi des familles qui sont disponibles pour accueillir des enfants et des jeunes. Peut-être les sollicitent-on pas suffisamment, et qu'il y a une forme de professionnalisation
de l'accueil, alors qu'il y a, même s'il faut en contrôler toujours, hein, puisque dès qu'il s'agit d'enfants, il faut toujours contrôler, mais il y a une disponibilité dans la société pour apporter un soutien, un accompagnement, qui n'est pas forcément d'ailleurs lié au simple accueil en termes de logement. Parce que ce qu'attendent des jeunes, c'est d'avoir le bon conseil, la bonne orientation, le bon réseau d'information, le bon appui scolaire, puis ensuite le bon soutien professionnel. Donc c'est ça qu'il faut essayer de tisser. Et même s'il faut professionnaliser un certain nombre de structures, faut aussi qu'il y ait toujours du bénévolat, de la générosité, de l'engagement. Voilà le message qu'on peut porter. Et quant aux jeunes, il faut sortir des clichés peut-être qu'on a souvent sur l'aide sociale à l'enfant. On n'est pas forcément abandonné, on est dans une famille qui est en difficulté. On n'est pas forcément avec des mauvais parents. On est avec des parents qui sont dans des problèmes insolubles et qui à un moment ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants, mais qui ont envie quelquefois de les reprendre. Donc il faut aussi montrer la diversité de ces situations-là et qu'on peut à un moment être tous concernés par ces violences qui sont faites à nos enfants. Écoutez, je vous remercie tous les deux. On va, merci. On va accueillir maintenant Elina et Fabrice, deux personnes qui ont été sans abri. Là aussi, hein, vous avez fait le lien. Ils vont nous témoigner également leur parcours. On va discuter pour une petite trentaine de minutes. Voilà, donc, les sans-abri et SDF sont respectivement 200 000 en France et 300 000. La différence entre les deux, alors c'est évidemment tous les sans-abri sont SDF. Quand on est sans-abri, on n'a pas du tout de lieu pour dormir la nuit. Le SDF peut passer, enfin, il y a une notion de précarité évidemment d'hébergement. Alors, en réalité, on peut penser qu'ils sont beaucoup plus nombreux parce que c'est très compliqué de les recenser. Il y a un indicateur qui est assez terrible pour le coup, qui dit que depuis 3 ans, on est passé de 50 enfants à Paris, de 50 enfants nés dans la rue à 150. Donc on a l'impression qu'il y a presque une explosion, en tout cas du nombre de femmes dans la rue à Paris. Et un indicateur aussi pour montrer que c'est plus compliqué qu'on ne le pense, derrière les clichés, il y a quand même un quart des sans-abri qui ont un travail, qui ont un emploi. Alors quand on discute avec eux dans la rue, on se rend compte qu'ils se plaignent de deux choses principalement. D'abord de la discontinuité de leur prise en charge. Ils sont souvent ballottés d'un hébergement à un autre. En gros, on en discutait aussi avec Elina. Elle nous disait c'est comme si on devait déménager tous les 15 jours. Dans des hébergements dans lesquels on a un peu de mal à garantir et leur intimité et leur sécurité, et c'est important pour leur donner envie d'y aller. Deuxièmement, quand on discute avec eux, on se rend compte aussi qu'il y en a beaucoup qui nous disent renoncer à leurs droits parce qu'ils sont englués dans des services publics dont le temps, qui est le temps de l'administration, est incompatible avec le temps que l'on vit dans la rue parce qu'on vit au jour le jour. Donc la séquence qui va s'ouvrir, pouvoir dialoguer, Monsieur le Président, avec Fabrice et Elina. Elina a 50 ans, elle a passé 15 ans dans la rue, c'est une ancienne de l'aide sociale à l'enfance, donc ça fait une transition un peu avec les thématiques dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, elle s'en est sortie. Elle est à la fois comédienne, et notamment comédienne, chroniqueuse radio, et elle pourra nous parler un peu aussi de la singularité et du côté difficile d'être une femme dans la rue, parce qu'on ne les voit pas beaucoup, et pourtant il y en a pas mal. Fabrice, qui prendra la parole après Elina, a 64 ans. Il a passé 4 ans dehors, 1 an et demi dans sa voiture dans le sud de la France, et puis un peu plus de 2 ans dans le bois de Vincennes. Vous nous raconterez aussi votre témoignage, Fabrice. Vous avez été entrepreneur, vous avez vécu une fin de carrière difficile à la suite de 2 faillites. Et là, le point notable aussi de votre témoignage, c'est que les services publics, loin de vous aider, ont presque été à l'origine de votre chute. On en parlera tout à l'heure. Et Elina, on vous donne la parole pour vos questions. D'accord. Alors, comme je sais qu'on a perdu beaucoup de temps apparemment, donc on m'a conseillé de surtout... On a 20-25 minutes. Bon d'accord, parce que comme il est très timide, on m'a dit surtout, Elina, tu lui laisses la parole. Donc, Monsieur Hollande, donc moi je m'appelle Elina Dumont,
Je suis vice-présidente d'un comité de la rue à Entourage, et c'est les personnes du comité de la rue qui m'ont choisi, c'est pas moi qui me suis imposé pour vous poser des questions. Donc voilà, et l'objectif d'Entourage, bon je sais que vous connaissez Entourage, mais pour les gens qui nous regardent, ils ne le savent peut-être pas, c'est de créer du lien social. Alors hier, je suis allé rendre hommage aux 623 personnes déclarées mortes dans les rues. Et vous savez pourquoi ces personnes sont mortes dans nos rues? Parce qu'elles n'avaient plus de lien social avec rien. Ni la police, ni l'éducation nationale, enfin, ni travailleurs sociaux, enfin. Et vous savez, quand vous lisez sur les affiches 6 mineurs, 2 bébés de moins d'1 mois, et je vous passe tous les âges, 22 ans, 23 ans. Moi, je connaissais une jeune femme, elle s'est carrément suicidée, parce qu'elle n'en pouvait plus. Mais le pire dans cette histoire, c'est que c'est nos politiques qui créent, qui sont les premiers, c'est nos politiques institutionnelles qui sont les premiers à créer, à casser le lien social humain. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, bientôt ça va être la trêve hivernale, le 1er avril. Il y a des familles avec enfants qui s'entendent très bien, qui vont être mis à la rue. La famille, notre institution qui s'appelle le 115, la femme et l'enfant, on va les mettre dans un hôtel, par exemple, et à l'homme, peut-être, on va lui dire, bah, écoutez, vous, monsieur, on ne peut pas vous prendre, donc vous allez dormir dehors. Et voyez, et tout est comme ça dans notre société. Et je pourrais vous dire, vous voyez, on a eu plein d'exemples avec l'aide sociale à l'enfance tout à l'heure. Il y a des gamins, ça se passe très très bien dans les familles d'accueil. Parce que quand on est à l'ASE, pour y avoir été, si vous tombez dans la bonne famille, vous êtes sauvé. Vous tombez dans la mauvaise famille, mais des fois ça se passe très bien quand on est dans la bonne famille. Et bien, qu'est-ce qu'ils font, l'aide sociale à l'enfance? À 15 ans, ils vous mettent dans un foyer. Et après, vous êtes de foyer en foyer. Comme tu l'as dit tout à l'heure, même quand on est sans abri, nous ballotte de foyer en foyer. On dort à 8 km des toilettes qui sont à 5 km des vestiaires. Franchement, aucun intérêt de se laver si c'est pour remettre des fringues dégueulasses. Vous êtes d'accord, monsieur le président? Bon. Et moi, je me dis, ce qui m'inquiète beaucoup, vous savez, j'ai plus d'un demi-siècle. Donc j'en ai vu des mandats passer. Et le nombre de sans-abri explosait. À mon époque, il n'y avait pas autant de femmes. Et je me dis, mais on est en France, la 7e puissance économique, et ce mot fraternité qui compte tant pour la France et notre République, mais qu'est-ce que vous pouvez nous proposer, vous? Parce que là, il faut arrêter, là. On est dans une société qui est en train de se déshumaniser, mais à une vitesse grand V. Moi, je vous le dis, c'est très grave. Et ça va finir mal. Parce que les gens, quand même, meurent dans une solitude. C'est terrible. Et moi, je travaille que dans l'humain. Hein. Je tiens à vous le dire. Voilà. Alors, d'abord, sur la brutalité des structures. C'est-à-dire le fait que, bon, plutôt que de laisser des assouplissements, on est dans une famille d'accueil, ça se passe bien, on va appliquer une réglementation qui va finir par créer un problème qui n'existait pas jusque-là. Oui, alors je vous coupe parce que moi je fais la reine pour couper les gens. Oui. En fait, vous voyez, comme ça se passe bien, l'aide sociale à l'enfance, ils disent oh, il faut surtout pas que l'enfant s'attache à la famille d'accueil. Hop, on va le changer. Non mais franchement, Ce que je dis, vous voyez, on tombe sur la tête quoi. Plutôt que de laisser, lorsque ça se passe bien, les gens être heureux et capables de s'épanouir, on applique une réglementation parce que c'est semble-t-il, ce qui avait été convenu par un certain nombre d'autorités. Ça, il faut qu'on essaye d'avoir une appréciation beaucoup plus humaine de la réalité, plutôt que d'être à des âges, parce que dans l'administration ou dans la réglementation, c'est les âges qui sont des coupures. 15 ans, on enlève un enfant, un adolescent d'une famille pour le mettre en foyer. Pourquoi? À 18 ans, il va être dans une autre réglementation que celle qui était là jusqu'à présent. Donc il faut essayer de couper ces règles administratives et d'éviter qu'il y ait des seuils d'âge qui finissent par déstabiliser
un certain nombre d'individus. D'autre part, ce que vous avez dit sur le lien social, parce que ce qui est le plus terrible, c'est pas simplement de ne pas avoir une prestation, c'est de ne pas être accompagné. C'est-à-dire de ne pas avoir tout un réseau qui vous accompagne dans toutes vos démarches ou qui vous permettent de trouver une solution en termes de logement, en termes d'emploi, en termes de vie personnelle. Enfin, sur ce que vous avez dit sur le fait qu'il y a un moment où vous désespérez des politiques en vous disant finalement on parle, vous avez vu plein de mandats et il y a encore plus de personnes dans la rue. Exemple. Et le nombre de morts augmente chaque année. Exemple, la trêve hivernale. Normalement, quelqu'un qui ne paye pas son loyer, qui ne trouve pas de solution, on doit lui proposer un autre logement. Il n'est pas possible d'expulser une famille, je dis bien une famille, même qui ne paye pas son loyer, sans qu'il y ait une solution de logement pour la famille. Pas pour des membres de la famille, pour la famille dans son ensemble. On ne peut pas séparer les enfants de leurs parents. Voilà. Et tout à l'heure, je vous ai bien écouté, et vous avez parlé des associations. Oui. Mais vous savez, les associations, plus elles deviennent institutionnelles, et plus elles aussi empêchent elles cassent le lien social. Et je peux vous assurer que maintenant, comme je vous l'ai dit, j'ai passé le demi-siècle, et moi, je suis très critique vis-à-vis des associations. Mais malheureusement, plus elles sont petites, moins on les connaît. Plus elles sont grosses, plus on en parle. Et elles sont les premières à vous instrumentaliser, à vous séparer de vos enfants, ou du coup les femmes elles se cachent parce qu'elles ont trop peur qu'on leur enlève leurs enfants. Par exemple, un centre d'hébergement qui vous dit ah non, à 6h30 il faut que tu sois là, hein. Le lendemain matin, ah non, à 8h faut que tu sois parti. Mais tout ça, ça déshumanise les gens. C'est pas ça la vraie vie. La relation humaine, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Moi je connais des gens, voilà, ce dont ils rêvent comme moi j'ai rêvé pendant 15 ans, c'est un toit, c'est tout. Pour vivre paisiblement, et après peut-être se faire des amis avec le voisin d'à côté, avec la boulangère d'en bas. Et même quand vous êtes sans abri, vous êtes en bas d'une banque, mais la banque elle vous vire, alors que entre-temps vous aviez réussi à vous créer un petit lien social. Bon bah du coup vous allez ailleurs vous êtes viré parce que les riverains ils vous virent. Enfin tout est comme ça. Alors, oui, qu'il y ait des associations qui se soient totalement... Oui, mais les associations, c'est celles qui sont subventionnées par l'État. Oui, voilà. Que certaines se soient totalement institutionnalisées. Je ne veux pas dire de non, rassurez-vous. Non, mais devenir des administrations, c'est tout à fait possible et même tout à fait exact. Mais on a besoin aussi d'associations. On a besoin... Oui, mais après, pourquoi, Monsieur le Président, les présidents se déchargent toujours Non, mais il s'agit pas... Tout sur les associations. Moi, j'ai le contrôle des assos. Je vois des choses inadmissibles. Alors, il faut saisir. Mais si c'était pas contre vous, ma parole. Non, j'espère bien. Moi, je n'ai plus de responsabilité directe, mais j'assume ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. Mais ce que je veux dire, c'est que si c'est uniquement l'administration, c'est pas forcément un progrès. L'administration a son rôle, mais il faut aussi qu'il y ait des associations, des structures beaucoup plus souples que l'administration pour permettre que des gens soient accompagnés. Le problème des associations, c'est qu'elles se sont professionnalisées et donc les bénéficiaires, et donc les bénéficiaires supposés ne sont pas les gens qui décident dans l'association. Normalement, une association pour les sans-abri, ça devrait être une association où les sans-abri prennent le pouvoir. Moi, je fais tout. C'est pour ça qu'on a créé un comité de la rue. Et donc c'est ça l'enjeu, c'est que les bénéficiaires supposés doivent être les décideurs de les associations. Et moi, j'ai fondé une fondation. Ça, je suis au courant. Vous êtes au courant. Oui. Et je soutiens toute l'innovation des associations. Monsieur Hollande, vous n'êtes pas bête. Sinon, vous n'auriez pas été président. Je ne sais pas, mais je vais vous dire un truc. De ce point de vue-là. Vous savez très bien comment ça se passe avec le système des subventions dans les associations. Moi, je le connais. Si moi, je le connais, vous le connaissez. Vous savez très bien comment on fait pour avoir... en plus, il y a les fonds européens. Enfin bon. Oui. Et moi, je me dis, mais pourquoi moi, je ne sais pas si moi, je le sais. Là-haut, ils le savent, quoi. Il n'y a pas de contrôle, on donne l'argent comme ça. C'est pas tout à fait vrai. Les associations, quelquefois, souffrent d'une précarité, elles aussi.
Et puis il y en a certaines qui sont tellement installées qu'elles ont une reconduction systématique de leurs de leurs subventions. Donc ce qu'il faut, c'est que pour les associations qui sont, elles, assez précaires, il faut leur assurer une durée de versement. Et pour les grosses associations, vous vérifiez si l'argent qui est affecté à ces missions-là est bien utilisé. Monsieur Hollande, je vais vous dire, vous savez que dans certaines associations, il faut prouver que vous êtes pauvre. Oui. Non mais, on va où là Franchement. Ah oui, peut-être, ouais. La parole oui. à Fabrice, un peu, parce qu'on parlait... Je t'avais dit de m'arrêter quand pas de souci. Sur ton parcours, sur effectivement quelle Attendez. Voilà, je vous ai apporté ça. Ça vous fera une petite lecture intéressante pour ce soir. Et vous allez être très choqués. Oui, bien sûr. Ah, oui. Pour ceux qui ne le voient pas, c'est l'ensemble des personnes qui sont décédées en France en 2021. Et contrairement à ce qu'on dit, parce qu'on dit toujours l'immigration, vous regarderez les prénoms. C'est beaucoup plus de Français que d'immigrés. Le pire, c'est quand on nomme même pas les prénoms. Ben oui, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Ah, pardon, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique, un peu particulier. Moi, un peu à l'inverse des autres. Moi, j'ai 42 ans de professionnalisme, de profession. Et j'ai terminé ma carrière à la rue, tout simplement. Donc c'est une succession de faits qui se sont accumulés, un terreau qui s'est mis en place progressivement à partir de la fameuse crise des subprimes à un moment donné, qui a commencé par cette prise de position des banques qui ont supprimé toutes les autorisations de découvert. Et puis ensuite, les choses se sont dégradées assez régulièrement et très rapidement, avec des erreurs de dossier à l'URSSAF, par exemple, où on m'a obligé, d'une certaine façon, à emprunter 14 000 € pour payer des charges que je ne devais pas. Alors, ils ont reconnu l'erreur. Il y a eu une erreur dans votre dossier, on le reconnaît, mais notre logiciel de fonctionnement ne nous permet pas de l'effacer. Vous devez nous régler et on vous remboursera. Voilà. Donc j'ai emprunté 14 000 €, alors que j'étais déjà dans une situation d'équilibre tout à fait juste. Et l'URSSAF, elle ne m'a pas remboursé. Non seulement elle ne m'a pas remboursé, mais le premier trimestre qui a suivi le règlement de ces fameuses charges, j'ai dû régler un trimestre de charges de mes employés. Et ensuite, l'URSSAF s'est contentée de déduire les trimestres qui suivaient du trop perçu. Mais pendant ce temps-là, moi, à la banque, sans autorisation de découvert, j'avais un crédit de 14 000 € et je payais des agios. Et j'ai fini par être obligé de licencier une employée, puis plus tard une deuxième, et puis une troisième. Et puis j'ai fini tout seul pendant plus d'1 an à tout faire. Quelle était votre activité, vous ? Je tenais un relais routier, bar, hôtel, restaurant. D'accord. Et donc j'ai eu à peu près le même problème avec les impôts entreprises au niveau de la TVA, qui ont aussi fait une erreur. Il a fallu que je les paye aussi. Eux, par contre, m'ont remboursé, mais ils ont mis 4-5 mois. Je n'ai pas été remboursé en totalité. Il y a toujours eu 3 000 € qui est parti je ne sais où. Et puis donc, ça s'est terminé en catastrophe. Moi, j'étais complètement épuisé. La fameuse défiscalisation des heures sup m'avait mis un coup terrible aussi. Parce qu'entre l'application qui a dû être mise en place plus ou moins avant les vacances d'été, je pense, et la rentrée, j'ai perdu pratiquement 60% de mes clients ouvriers qui étaient sur des chantiers aux alentours, des représentants de commerce qui mangeaient leur sandwich dans la voiture avec le journal sur le volant. Et voilà. Et donc, j'ai fini en serrant les vis de tous les côtés. Quand j'ai arrêté, la seule dette que j'avais, c'était quelques loyers qui n'étaient pas payés. Je devais juste 38 € à mon boulanger, c'est tout. J'ai réussi à mener ma barque vraiment jusqu'au bout du bout. Et donc, la propriétaire des murs, puisque j'étais locataire des murs commerciaux et propriétaire du fonds, elle avait mis une injonction au tribunal de commerce de se faire régler. Bon, je suis allé au tribunal de commerce. Ça a été réglé en 5 minutes.
il y avait tant de loyers à régler. Est-ce que vous pouvez les régler? Non, vous ne pouvez pas les régler. Donc, on vous remercie d'être venu. Et 15 jours plus tard, j'ai reçu une injonction de quitter mes murs commerciaux et de laisser la place. Tout simplement. Donc, je me suis retrouvé... j'ai fait quelques démarches et je suis parti. Et là, il y a eu un autre problème qui est arrivé avec retard au niveau du RSI, donc troisième institution, qui lui n'a pas enregistré ma cessation d'activité. Et donc pendant les premières années où j'étais à la rue, ils ont continué à me cumuler des charges trimestrielles avec les pénalités qui vont avec pour retard de paiement. Moi, j'étais parti dans le midi de la France, parce qu'à l'origine, j'étais dans le Jura. Et dans le Jura, l'hiver, dormir dans sa voiture, c'est pas le coin idéal, avec les températures qu'il fait. Donc, dans le midi, je suis resté une bonne année et demie dans la voiture, à faire les marchés, trouver des légumes pour manger. Et tout doucement, il y a des gens qui passaient en vélo, qui habitaient dans le coin, qui se sont rapprochés, puis qui m'ont remis le pied à l'étrier doucement. Et une personne connaissant une autre personne qui avait des connaissances ont réussi à me faire entrer dans un camping pour faire des saisons d'été. Ouais. Donc pendant 3 ou 4 étés, j'ai fait des saisons. On m'a bien guidé, on s'est bien occupé de moi, on m'avait permis de rouvrir un compte à la poste pour y verser mes salaires d'été. Et donc au début, comme j'étais très craintif de beaucoup de choses, je retirais un maximum d'argent pour être tranquille. Et puis la deuxième année, j'ai fait un petit peu ça, puis après j'ai laissé aller. Et à un moment donné, le RSI a dû retrouver mes intitulés, parce ils ont, paraît-il, des logiciels de recherche automatique. Et donc quand ils ont retrouvé mes noms, prénoms, date de naissance, numéro de sécurité sociale, enfin tout ça, ils sont tombés sur mon compte et ils ont tout ramassé ce qu'il y avait dessus. Donc moi je mettais de côté l'été, je travaillais 4-5 mois pour payer mes petits loyers toute l'année. Et donc là, je me suis retrouvé, je suis passé de 6 7 000 euros à 540 et quelques qui m'ont laissé le RSA, quoi. C'est tout. Donc j'ai refait ma valise et je suis reparti et je suis monté à Paris. Et là, je suis resté presque 2 ans et demi près du château de Vincennes, ouais. Sur le cours des Maréchaux, ouais, là où on peut se garer sans avoir besoin de régler de parking. Et donc, tout doucement, là, c'est pareil. Moi, j'avais plus envie de rien. Je ne croyais plus en rien. J'étais dégoûté de tout. J'avais aucune envie d'aller voir qui que ce soit. Je traçais toute la journée dans Paris pour trouver à manger, prendre des douches, voilà. Et puis, on m'a poussé. Alors, quand je dis poussé, c'est vraiment poussé très fort à rejoindre les captifs, la Libération dans le 12e. Ouais. Et là, dès que je suis arrivé là-bas, ils m'ont capté, c'est le cas de le dire. Ils m'ont capté et ils m'ont pas lâché. Et ça s'est débloqué assez vite dans la mesure où il y a des travailleurs sociaux qui sont extrêmement acharnés quand ils prennent un dossier à aller au fond et à essayer de remettre les choses à plat. Donc au départ, c'était Susanna qui s'était occupée de moi, à P12. Et ensuite, j'ai été hébergé dans un petit hôtel sur Montrouge pendant quelques mois. Et en fin d'hiver, j'ai été repris. Et là, on m'a transféré à Valgiro, rue Vaugirard, qui est un coin absolument extraordinaire, où là, j'ai une autre équipe sociale qui s'est réoccupée de moi avec encore plus d'énergie. Et donc là, ça a beaucoup, beaucoup avancé. Donc, tous les blocages de comptes, tous les tiers détenteurs qui avaient été placés sur les comptes ont été levés. Les impôts ont supprimé tout ce qui me réclamait de taxes télévisuelles, de retard de paiement. Voilà, des retards de paiement de toutes sortes qui n'étaient pas justifiés non plus, mais bon, c'était dans la logique. Et donc... Et aujourd'hui alors Et aujourd'hui, les dossiers ont bien avancé. Ouais. J'ai touché mes 3 premiers versements de retraite. Ouais. Pas les caisses complémentaires encore, parce qu'ils font encore des recherches. Comme j'ai eu un gros incendie dans ma première reprise d'hôtellerie, où j'avais absolument tout perdu. Donc j'ai plus aucun document pour justifier de quoi que ce soit sur ces 42 années de travail.
Donc là, ça se débloque bien. On commence à y voir clair, on voit la sortie du tunnel. Mais donc, ce qui me tient le plus à cœur de bien appuyer pour que vous le compreniez, c'est que ces administrations, elles travaillent en circuit fermé, si on peut dire. Hein. Ils se repassent les dossiers de bureau en bureau. Ça traîne, ça n'avance pas. Ils ont un rythme de travail qui est à eux et qui n'est pas celui qui est à la rue et qui n'a plus rien et qui attend pour justifier d'une chose ou d'une autre. Le RSI, par exemple, qui a été dissous. Oui. Merci mon Dieu. Hein, parce que alors là, ils en ont créé des malheurs, ces gens-là, je peux vous l'assurer. Hein. Le RSI, lui, à une époque, m'avait édité, à l'époque où j'ai arrêté, il m'avait édité une carte vitale qu'ils ne m'ont jamais envoyée parce qu'ils voulaient être réglés de ce qu'ils me réclamaient. Oui. Quand j'étais dans le Midi, j'avais commencé à faire mon dossier de retraite. Il me manquait un document qui devait venir de chez eux, qu'ils ne m'ont jamais envoyé. Donc mon dossier était bloqué aussi. Et à Paris, avec Alison, qui est à Valgiro, on a eu un mal fou à me faire rééditer une carte vitale actuelle, parce que j'avais toujours mon ancienne carte qui datait de très longtemps en arrière, et eux avaient une carte vitale récente, mais qui ne m'avait jamais été envoyée. Donc ils supposaient qu'il y avait un soupçon de vouloir obtenir une carte. Oui. Voilà. Donc on a eu un mal fou de courrier, de téléphone. Oui. Pour, alors, quand une personne est sans domicile, l'administration envoie ses courriers nulle part, d'une certaine façon. Puis après, va vous retrouver à travers ces logiciels. Bon. Donc, avec des retards de paiement et des pénalités qui seront difficiles ensuite à lever. Ensuite, ce qu'on appelle la dématérialisation, c'est-à-dire le fait qu'on doit maintenant faire des démarches avec le numérique, l'Internet. Pour quelqu'un qui est à la rue, vous imaginez ce que ça peut représenter, c'est-à-dire comment je fais ma démarche, j'ai même pas d'ordinateur, je téléphone, je tombe sur des répondeurs, vous avez dû vivre ça, qui me renvoient à des formules que je dois comprendre et qui sont souvent dématérialisées. Donc ça fait la double, j'allais dire même la triple peine, la peine d'être dans cette situation, la peine de ne pas recevoir son courrier puisque on n'a plus de domicile qui est celui de la destination des lettres, et troisièmement, de ne plus pouvoir accéder, parce que le problème c'est même d'accéder à l'administration. Prenez l'exemple. Je prendrai le cas du RSI, oui. que j'ai essayé de contacter les premiers temps par le biais des personnes qui me prêtaient un téléphone. Oui. Le RSI, qui avait son siège pour la Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté à Besançon, je ne pouvais plus les avoir. Oui. C'était un basculement automatique sur des plateformes à l'étranger. C'est ça. J'ai eu 3 fois des jeunes filles qui avaient un accent méditerranéen. Oui. Alors pour chercher à comprendre, je me suis un petit peu bon, vous avez un très bel accent, mademoiselle, mais vous êtes dans le Jura ou mais non, je suis en Espagne, je suis à Barcelone. Il y a une question d'accès. Et quand bien même on pourrait y accéder, il y a aussi une question de mission centrale du service public, c'est-à-dire comment faire pour réhumaniser un peu ces administrations et faire en sorte que leur mission première soit d'abord et avant tout de s'assurer que les administrés ne coulent pas. Il y a service dans le service public. Oui, c'est-à-dire que là, on a l'impression d'une application bête et méchante, sans discernement de l'exécution, tout ce qui est impôts, charges. Il n'y a aucune discussion. Non mais je ne vais pas défendre ce qui paraît très difficile à faire. Une administration, elle cherche à obtenir son résultat. L'agent, il doit recouvrer l'impôt, le RSI, il doit recouvrer la cotisation. Bon, très bien. Donc les gens font leur travail et on ne peut pas leur demander de faire un autre travail qui est de prendre en compte la situation personnelle et de voir toutes les difficultés. Donc ça suppose qu'il y ait, et c'est ce que vous avez trouvé à la fin, mais il aurait fallu le trouver au début et pas attendre d'être dans cette situation au bout de plusieurs années, un travailleur social qui dépend de l'administration et qui est capable, lui ou elle, de faire le tour de toutes les administrations.
Et c'est ce qu'il faut faire à l'échelle locale, c'est-à-dire que quelqu'un réunisse tout le monde en disant maintenant, vous avez fait tous votre travail, on ne vous reproche pas d'avoir fait les calculs, on ne vous reproche pas d'avoir appelé les versements. Maintenant, il va falloir qu'on se mette tous autour de la table pour dire, là, il y a eu un trop perçu, là, il y a eu une difficulté, là, il y a eu une impossibilité. Comment on fait pour que la personne puisse se sortir de ce labyrinthe? Par exemple, l'URSSAF, si elle avait fait son travail, elle aurait encaissé mes 14 000 euros. Et elle vous aurait remboursé après. Et 15 jours après, elle me retournait le chèque. Oui. Je pense même que le système je reversais à la banque, je ressortais du rouge. Oui, bien sûr. Et j'aurais pu survivre beaucoup plus longtemps. Donc il faut ce qu'on appelle un médiateur social qui va faire ce travail-là, non pas pour obtenir des rabais, des dérogations, ça peut arriver dans certains cas, mais pour tout simplement humaniser ce que vous dites, humaniser le problème. Mais Monsieur Hollande, vous allez pas me croire. Attends, 2 secondes. Non, mais attends, j'ai juste un truc. Monsieur Hollande, vous allez pas me croire. Aujourd'hui, même les travailleurs sociaux, faut les contacter par Internet. C'est véridique. Oui. Un petit mot de la fin tous les deux. On est arrivé au bout de du temps. Vas-y, dis ce que tu voulais dire. Écoutez, le mot de la fin, moi, je vous dirais que là où je suis aujourd'hui, à Valgiro, c'est une association qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, ma directrice et moi-même, nous vous invitons, si vous le souhaitez, à venir déjeuner un mardi midi, à une table ouverte qui a lieu tous les mardis. Ça vous permettra de voir plus amplement l'association. Et il y a vraiment des gens là-dedans qui bossent. Ils n'ont pas des gros moyens, c'est pas une très grosse structure avec des captifs, mais c'est très humain. Voilà. Et chaque personne qui est prise en charge, il y a un travail énorme. Comment vous les avez rencontrés? Alors, pas captifs, d'accord. Oui. Et les captifs, je suis connu, curieusement, par des personnes qui étaient dans le bois de Vincennes et qui étaient des prostituées et qui m'ont dit, toi, faut pas rester là, t'as pas le feeling d'un clochard, faut pas rester ici, il faut y aller, Attends, moi je veux dire un truc. L'invitation est prise. Alors moi, vous savez, parce que moi, je suis très engagé contre le sans-abrisme, mais depuis plus de 15 ans maintenant. Et moi, vous voyez, j'arrête pas de faire cette proposition, parce que c'est lui qui m'a dit, il faut que tu le dises ça. Aux élus, quelle que soit la droite, la gauche, moi celui qui la prendra, vous savez, il y a beaucoup de sans-abri, quand enfin ils retrouvent un toit, et comme tout maintenant est numérisé, ils se retrouvent avec toutes les dettes. Et moi, je propose que quand un sans-abri qui, au bout de 7 ans, 5 ans, a enfin un toit, que pendant 2, 3 ans, on les laisse un peu tranquilles. Parce que moi, je connais des sans-abri qui avaient retrouvé un toit, du travail. Quand tout est retombé, ils ont arrêté de travailler, se sont mis au RSA. Et moi, je les comprends. Et là, il faut laisser souffler les gens. Sinon, on s'en sort jamais. Voilà, je voulais vraiment faire cette proposition. Merci. Et on remercie effectivement les 2 associations qui sont derrière vous, les captifs, Aux Captifs la Libération pour vous Fabrice et Entourage pour vous Elina, qui ont un point commun et qui les distingue dans le monde associatif, c'est qu'elles considèrent qu'il est primordial de répondre aux besoins immatériels des gens de la rue avant même, ou peut-être de manière aussi importante que leurs besoins matériels. Souvent, on se soucie de donner un hébergement, une alimentation, et qu'en réalité, cette considération dont on parlait en introduction, cette motivation qu'il faut vous redonner, la dignité qu'il faut redonner aux gens de la rue, elle est tout aussi importante, voire davantage, pour vous aider à vous en sortir. Voilà, et d'ailleurs, petite transition avec l'ASE, et puis on va passer à la 3e séquence. Merci beaucoup à tous les deux. C'est 4. Ce qui marque... Bon alors, on prend rendez-vous. Et on prend rendez-vous. Merci. Ce qui marque particulièrement quand on passe d'un public de l'ASE à un public de gens de la rue, c'est la discontinuité, c'est-à-dire qu'on a l'impression que dans l'ASE, il faut faire en sorte que les enfants ne s'attachent pas, donc on les change assez régulièrement de cadre, ils passent de famille en foyer, au final les enfants se blindent. On parle aussi de gens dans la rue qui se blindent, et finalement quand la réponse elle est dans l'entourage, elle est dans le réseau, et ces gens-là n'en ont pas, parce que justement on les a poussés à se blinder et à ne pas s'ouvrir. Et ça, c'est un point qui est quand même assez fort. Merci beaucoup à Joy et à Rodolphe de nous rejoindre pour engager cette dernière séquence qui va durer une petite demi-heure sur les victimes de la prostitution. Alors là encore, quelques chiffres pour contextualiser le sujet. De quoi on parle? On parle de 30 000 personnes victimes de prostitution en France et qui sont à 85% des femmes. Et à 93% des femmes étrangères de Bulgarie, de Nigeria, c'est votre cas Joy, de Roumanie ou de Chine.
la traite des êtres humains, c'est la deuxième forme de criminalité la plus lucrative après la drogue. Alors vous êtes à l'origine, François Hollande, de cette loi de 2016 sur la prostitution qui interdit l'achat de prestations sexuelles et qui supprime le délit de racolage. Mais surtout, que l'on retient ce soir, parce que cette loi prévoit les fameux parcours de sortie de prostitution, qui sont des cheminements administratifs qui octroient un certain nombre de droits, dont celui pour les personnes étrangères d'obtention de titres de séjour et de titres de travail. Voilà. Et je terminerai juste en disant que c'est une politique qui est très faiblement dotée, puisqu'elle était dotée de 6,5 millions d'euros en 2017. Elle est passée à 5 millions depuis. En moyenne, ça fait 50 000 euros par département pour sortir les femmes de prostitution. Donc Joy, vous êtes une jeune femme nigériane de 26 ans. Vous êtes arrivée en France en 2017, sortie de votre situation en février 2020 grâce à un contrat de travail qui a été signé avec Solentiel, qui est représenté ce soir par Rodolphe, et qui a été l'élément déterminant de votre nouvelle vie. Voilà, si vous voulez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, ou nous dire ce qui vous tient à cœur. Je m'appelle Joy. Bonjour, je m'appelle Joy Adebola. Je suis nigériane. Travaillé à agent de ménage à Soloncia. J'ai parlé anglais. J'ai parlé français un peu. En anglais, oui. Ok. Maintenant, j'ai parlé anglais, s'il te plaît. Ouais. Ok. I am a victim of human trafficking in France, Grenoble. So it was really difficult for me to leave the prostitution, but by the help of Solosia, I was able to leave prostitution. So we are here to talk about the prostitution case in France. So there are multiples of girls in the street right now. I'm a victim of prostitution also. So by the grace of Soloncia, I was able to leave prostitution, which other girls also wants to leave prostitution. But the reason why they are not yet out of prostitution, because there is no job, no documents, no accommodation. That is the reason why most girls are still in prostitution. But right now, we are pleading for you guys to help us so that a lot of girls can leave the victim of prostitution, as me as well. Thank you. On va traduire pour les internautes qui nous écoutent. Bon, en quelques mots, effectivement, Joy a été victime d'un réseau de trafic du Nigeria à des fins de prostitution. Et est arrivée en France en 2017. Une association l'a aidé, l'Amicale du Nil l'a aidé à avoir un logement dans un centre d'hébergement. Et puis, pour sortir réellement de la prostitution, un des éléments clés, ça a été de pouvoir avoir un contrat de travail. Et donc, à Solentiel, on avait une dérogation locale un peu spécifique pour pouvoir embaucher ces jeunes femmes qui, majoritairement, n'ont pas de papier, sont en demande d'asile, donc n'ont pas le droit de travailler en France. Et donc, voilà, et on propose à ces personnes de faire du nettoyage. Alors, c'est pas le métier de leur rêve, mais c'est un métier qui est immédiatement accessible en termes de compétences et qui ne nécessite pas de parler français de façon extrêmement bien. Et donc, un contrat de travail, un salaire, et ça a permis de déclencher la sortie de prostitution. Et donc, il y a beaucoup de femmes en attente et voilà, qui ont besoin d'aide à ce niveau-là. Le problème avec les réseaux de traite, c'est que ces proxénètes, ces réseaux, utilisent des femmes qui n'ont pas de titre de séjour. Donc ils les tiennent comme ça. Bon. Et comme elles n'ont pas de titre de séjour, elles ne peuvent pas sortir de la prostitution puisqu'elles n'ont pas la possibilité de travailler. C'est un peu le même problème qu'on a vu tout à l'heure. Bon. Et donc elles sont contraintes, doublement contraintes par le réseau et contraintes parce qu'elles ne peuvent pas s'échapper faute de pouvoir travailler et d'avoir un logement. Donc ce qui est très important, et c'est ce que vous avez réussi à faire, et que la loi encourageait, même s'il n'y a pas suffisamment de moyens, c'est de pouvoir avoir une dérogation, c'est-à-dire de permettre d'avoir un contrat de travail, même sans titre de séjour, même si à un moment,
il va bien falloir que le titre de séjour soit fourni. Parce que sinon, on est dans une contradiction. Bon. Au début, c'est ce qu'il faut faire par dérogation. Ensuite, il faut aller vers la régularisation. Et c'est parce qu'il y a du travail qu'il y a la possibilité de trouver à ce moment-là le logement et de sortir la femme, l'homme, parce que on peut aussi avoir des traites d'hommes, de ce réseau de prostitution. Explain. Joy, perhaps you could speak about what happened with the police when you was in the street. Okay, when I was in the street, I saw some police, so I have to run away from them because I was afraid that they are going to control my document and all that. That is what happened. Ça, c'est effectivement un des problèmes, hein, c'est que la police arrive sur les premières fois, les premières rencontres avec la police, c'est toujours un contrôle de papier, de femmes qui n'ont pas de papier, et du coup, les fois suivantes, les jeunes femmes s'enfuient, et au lieu d'avoir une institution qui vienne aider ces femmes à sortir, en fait, les pousse à se cacher encore plus et encore plus loin, même s'il y a des agents de police qui interviennent très rapidement quand il y a des problèmes de violence ou d'agression. Pour le coup, souvent ils sont exemplaires, hein. Mais dans leur fonction, effectivement, on leur demande de contrôler les personnes et pas du tout de les sortir des griffes des proxénètes. Je suis sur l'ancienne, vous avez combien de personnes dans ces situations? Actuellement, on a 45 personnes en insertion à Grenoble, Lyon, Montpellier et Toulouse. Alors là aussi, la fondation que je préside soutient ce type d'initiatives, d'associations qui vont permettre de sortir des femmes de la prostitution par le travail. Mais ça suppose pas simplement d'offrir un contrat de travail, parce que c'est une étape, mais là encore, de les accompagner pour qu'elles puissent retrouver les conditions de leur autonomie. Est-ce que Joy, on t'a proposé un parcours de sortie de prostitution? Your social worker proposed you to have a parcours de sortie de prostitution? No, my social worker never proposed me to have it. They never said anything, and I think it was existence since 2016, but they never said to us about it. But by the help of Solosia, we could know that it was existing. S'il y avait ce parcours de sortie de la prostitution, le premier acte, ça serait de vous faire apprendre le français. C'est une chance de parler anglais. Les Nigérianes parlent anglais, mais c'est ce qui peut être un atout même professionnel ensuite. Hein. Mais la première condition, c'est de parler le français. Et comme les travaux qui sont proposés, comme ça a été dit, ne sont pas des travaux où on est en relation avec d'autres, c'est du service de nettoyage, on n'apprend pas le français. Donc il faut absolument qu'on puisse, dans ce cadre du parcours de sortie de la prostitution, le premier devoir, c'est de faire apprendre le français. Les choses vont très lentement parce que les parcours de sortie de prostitution sont décernés, si ma mémoire est bonne, en préfecture, au sein de commissions. Il y a des départements qui n'ont jamais, organisé de commission, et il y en a d'autres qui n'en organisent qu'une fois par an. Donc quand on est, comme Rodolphe, dans l'insertion professionnelle et qu'on a besoin d'une très grande réactivité pour que les contrats puissent être signés en temps et en heure, on est confronté, là encore, désolé pour l'administration, mais à des lenteurs, à des rigidités et à des logiques qui sont extrêmement différentes. Et puis pour compléter, on est toujours dans une logique, le fait que les travailleurs sociaux ne proposent pas de parcours de sortie de prostitution. Bon, d'abord, il y a un engorgement de ces associations il y a beaucoup de personnes qui demandent. Une préfecture qui fait des commissions, par exemple à Grenoble, c'est 2 fois par an, donc très peu de dossiers. En France, pendant les 5 premières années de la loi, il n'y a eu que 500 personnes qui en ont bénéficié sur tout le territoire national, donc c'est-à-dire pas grand-chose. Et donc souvent, les travailleurs sociaux vont avoir comme tendance de dire le travail, ça va être l'aboutissement de l'ensemble de la démarche. Donc ils vont accompagner les personnes pendant 1 an et demi, 2 ans, sans les faire rentrer en parcours de sortie de prostitution. Donc la personne va devoir faire un peu comme elle peut. Alors souvent, ils arrivent à résoudre le problème du logement, mais elle n'a rien à faire, il n'y a pas de revenus, donc il y a souvent la prostitution qui continue malgré tout. Et donc nous, une de nos revendications, c'est-à-dire comment on permet immédiatement l'accès au travail, comment on fait rentrer ces personnes en parcours de prostitution dès le début, dès qu'elles émettent le désir de sortir. Et parce que ce qu'on constate, d'abord c'est leur demande, et on part de là. Et puis en plus qu'elles y arrivent, c'est-à-dire qu'avec un travail de fait, alors il faut accompagner, il faut apprendre à parler français, il faut ensuite construire un projet professionnel au-delà du nettoyage bien sûr, mais n'empêche qu'avec un contrat de travail et un salaire, elles sont...
tout à fait capable comme Joy de démarrer une nouvelle vie. Et comment vous vous êtes rencontrés? C'est-à-dire comment vous avez su qu'il y avait une association qui pouvait vous permettre de sortir de la prostitution? How do you meet the association? Okay, when I was in the street, so I met an association called Amika Doni. Okay. Amika Doni was the one that they used to come to the streets to give us tea, to give us blankets or anything, to speak to us, to leave the street. So they told me about Soluncia, that they asked me, do I want to leave the street? I said, yes, I need help. So they gave me a paper to go to Soluncia so I can ask for help from them. But a lot of girls does not want to leave the street, but I agreed that I want to leave the street, so they directed me to Soluncia. Voilà, et donc nous, on est aujourd'hui confrontés très concrètement à un problème de digitalisation des démarches. C'est qu'on avait une dérogation locale sur la main-d'œuvre étrangère, qui a été maintenant mise sur des plateformes informatisées qui sont pilotées à Clermont-Ferrand pour plusieurs régions de France. Et donc, depuis plusieurs mois, on n'a plus d'autorisation de travail, donc on ne peut plus aider les femmes à sortir de la prostitution. On a des salariés qui sont en situation illégale. Donc, on discute avec les pouvoirs publics, mais tout le monde se met derrière un peu le cadre rigide de la loi. Et donc, ils nous disent à patienter, mais très concrètement, il y a des besoins, il y a des personnes qui sont derrière et qui attendent. On a la chance d'avoir des entreprises qui nous font confiance, notamment dans le tourisme, des hôtels, mais également dans le nettoyage de bureaux, etc. Et donc, on a des personnes qui veulent travailler, on a des entreprises qui sont prêtes à les faire travailler. On a une loi qui permet de le faire. La loi permet ça en théorie. Et on a une administration qui met des freins incroyables à tout ça, dans tout ça. Des réticences du côté des entreprises d'accueillir des... Alors sûrement, mais du coup, celles qui nous font confiance, c'est vraiment des dirigeants qui décident d'exercer leurs responsabilités sociales. L'administration, c'est parce qu'elle se digitalise et rend les procédures plus compliquées et l'accès aux informations plus difficiles? Ou est-ce qu'il y a des freins, disons, plus idéologiques Alors, il y a le fait de digitaliser, c'est que la dérogation locale qu'on avait, qui tenait à une ou deux personnes, qui était la direction départementale du travail, ça s'est un peu arrêté. Facile, oui. Donc ça, terminé, plus de dérogation locale. Et après, il y a un peu des freins idéologiques. Il y en a deux. D'abord, de dire une personne n'est pas capable de travailler tant qu'elle n'a pas appris le français ou qu'elle n'a pas suivi un parcours pendant au moins 1 an et demi, 2 ans. Donc là, on est plutôt sur l'ordre idéologique. Voilà. Et puis, il y a un deuxième frein du niveau préfectoral. C'est la peur que ces parcours de sortie de prostitution soient utilisés à des fins de régulation de l'immigration. Oui. Voilà. Donc ça, c'est encore une autre problématique. Et le réseau de traite, quand une femme veut s'échapper, comment s'y prend-il pour, What's happened with your network, with your madam, when you decided to leave, to run away? What's happened? I ran away by myself because it was actually difficult for me when I was in Italy before I came to France. Okay. So I have a fight with my madam every time. I don't give her money, so I always have a fight with her. She asks me to pay 70,000 euros. So it was really difficult for me. So I have to run away from my madam to come to Italy to live a better life. Traduisez, parce que... Oui, donc Joy avait une dette de 70 000 euros à rembourser en Italie. Donc elle a décidé de fuir. Et donc pour la petite histoire, elle est arrivée en France. Joy, elle a tenté 2 fois de faire un dépôt de plainte. En fait, on lui dit, bah oui, mais ça se passe en Italie, tu es en France, circuler, rien à voir. Et donc là, c'est vrai qu'il y a une faiblesse des moyens de la police judiciaire qui fait que ces personnes se sentent franchement abandonnées et les personnes qui les accompagnent aussi. Enfin, on se rend compte que... Voilà, après, on sait que c'est complexe. Hein, mais... Il faut savoir que tout malheur, toute épreuve est utilisée par les réseaux de traite. On le voit aujourd'hui en Ukraine, où des femmes fuient les bombardements et la guerre et sont récupérées honteusement par des réseaux de traite. Donc chaque fois qu'il y a des guerres, chaque fois qu'il y a des conflits, des difficultés, des épreuves, de la vulnérabilité des personnes, il y a des réseaux de traite. 20 sur 20, il nous reste 12 petites minutes. Par rapport à l'actuelle campagne présidentielle en cours, on entend tous les critiques sur les débats, leur qualité ou voire même leur absence de débat. Est-ce que vous êtes les uns et les autres optimistes pour les 5 prochaines années
au regard de ce que vous entendez, de voir une amélioration, que ce soit sur la question de la prostitution, les enfants placés, les sans-abri, ou justement vous faites cette campagne parce qu'il vous semble qu'à l'inverse, ces sujets, comme j'ai moi plutôt le sentiment, ne sont absolument pas traités par aucun camp politique. Nous, il y a deux évolutions, je dirais, structurelles qui nous font peur. La première, c'est que l'isolement explose en France. Et là, on ne parle même pas de précarité, on parle d'isolement. La crise des Gilets jaunes l'a bien montré. Je crois qu'Entourage a une publicité qui dit qu'il y a 5 millions de personnes en France qui ont moins de 3 conversations par an. Donc il y a vraiment quelque chose de préoccupant en la matière. On a l'impression qu'advient une société de castes entre lesquelles on ne discute plus. C'est tout à fait le cas, et de façon caricaturale, entre les oubliés et cette société bien portante dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est pour la dimension augmentation de la solitude. Et en face, pour répondre à cette solitude, qu'est-ce que l'on a ? Tout à l'heure, Mohamed nous disait « Je demande de l'écoute et de la considération ». J'ai trouvé que sa phrase était assez forte et qu'elle symbolisait bien tout le message qu'on souhaite porter. J'ai besoin d'écoute et de considération. Qu'est-ce que l'on a ? On a Stéphanie qui nous dit « Je ne sais pas à qui m'adresser parce que l'ASE est jugé parti ». Donc vous lui avez conseillé le défenseur des droits. Certes, j'espère que les circuits pour y parvenir ne sont pas embouteillés. On a Rodolphe qui nous parle d'une plateforme digitalisée. On a Fabrice qui nous parle de la sous-traitance de l'accueil téléphonique en Espagne. Donc vous voyez, ces deux évolutions structurelles sont très préoccupantes. C'est-à-dire qu'on a un besoin croissant de lien social, de dialogue, d'échange, et en face, on a une espèce de privatisation des services publics, d'efficacité. On ne regarde ça qu'avec une calculatrice à la main. Comment est-ce qu'on fait, Monsieur le Président, pour mettre un peu d'humanité, un peu de lien social dans tout ça ? On a vécu une crise sanitaire qui a été longue et qui a considérablement amplifié l'isolement et la solitude. Pas simplement, comme on l'avait cru, des personnes les plus âgées, mais des jeunes. En réalité, le vrai sujet de l'isolement, c'est celui de la génération qui vient. Pas simplement des enfants placés, des jeunes en général. Arrive la guerre en Ukraine, qui est un facteur aussi de peur et de repli, qui fait que ça devient un sujet de préoccupation qui crée de l'incertitude. Bon, donc isolement, peur et absence de réseau social qui fait qu'on a le sentiment qu'on est, comme il a été dit, considéré, regardé, tout simplement compris dans ce que est sa propre existence. Donc le rôle de la politique, c'est précisément d'apaiser la peur et de créer du lien. Alors après, on y met des politiques, on y met de la philosophie politique. On croit que c'est le marché qui va permettre de trouver des solutions, on croit que ce sont des politiques plus interventionnistes, plus étatiques. Mais qu'importe, j'allais dire presque la réponse, ce qui compte, c'est au moins le constat. C'est-à-dire le risque que l'on a dans cette élection, c'est que beaucoup de personnes ne se sentent pas concernées par ce qu'est l'enjeu principal, c'est-à-dire de définir ce que va être le destin de la France pendant 5 ans. Et le fait qu'il y ait aussi ce traumatisme qui est la crise sanitaire, qui a quand même laissé des séquelles, et de ce qui est maintenant l'épreuve de la guerre, fait que les débats sont réduits à peu. Et en plus, comme il y a peu de réunions, peu de rencontres, peu de porte-à-porte, ce qui est quand même aussi le but d'une campagne, c'est d'aller vers les gens. L'intérêt de la politique, c'est qu'on caricature souvent, c'est quand même d'aller vers les autres. Les réunions, les marchés, les visites, y compris au domicile. Tout ça ne se fait plus, ou ne se fait pas, ou se fait moins. Et donc le risque, c'est qu'on ait un niveau d'abstention beaucoup plus élevé. Ce qui n'est pas de l'indifférence. Je ne crois pas que des gens qui vont s'abstenir soient indifférents, au contraire. C'est parce qu'ils considèrent que c'est la politique qui est indifférente à leur situation. Et puis, on voit bien que dans ces moments-là, ce sont les groupes les plus organisés qui font venir les candidats. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment, c'est que tous les groupes professionnels les plus importants ou toutes les associations les plus fortes, les lobbies font venir les candidats qui viennent présenter leur politique. Et donc pour les oubliés,
peut-être que ce serait bien que vous, il y a encore quelques semaines, peut-être vous pouvez en prendre l'initiative, dites, nous on vous a pas oublié, on sait que vous vous présentez, on vous a pas oublié. Venez, pas forcément parler, venez entendre, venez d'abord entendre, comme on l'a fait ce soir. Venez entendre et vous en tirerez les conclusions qui vous paraîtront les meilleures. Et les gens qui s'exprimeront là, ils auront le sentiment qu'ils ont été, pas forcément compris, mais au moins qu'ils ont été écoutés et qu'ils ont été regardés, parce que c'est ça qui compte, c'est d'être quand même considéré. Et en fait, on passe à côté de la prostitution, parce qu'on ne veut pas la voir, elle est dans les bois, elle est ailleurs, dans des systèmes maintenant aussi où Internet fait des ravages, on ne veut pas voir les sans-toits, même si on en voit qui sont couchés dans la rue. On ne veut pas voir les femmes qui sont battues, on ne veut pas voir les jeunes comme on disait, de l'assistance publique autrefois, de l'ASE donc, parce que on pense que c'est une administration qui doit traiter ça. Bon, voilà, les entendre. Donc c'est votre rôle de pouvoir peut-être les accueillir et ces candidats, j'entends. Hein. Oui. Je crois que c'est une excellente transition vers la conclusion de Gaëtan qui visait à nous parler des prochaines étapes de la campagne. Qui sont très simples et qui sont de trois ordres. D'abord, évidemment, d'interpeller les candidats qui sont appelés à suivre votre exemple et à venir ici. On est prêt à reproduire cette émission pour chacun de ceux qui le souhaiteront, en tout cas, et à se positionner sur leurs ambitions et leurs programmes concernant la lutte pour l'insertion civique, en fait, et pour la plus grande considération de ces publics-là. Deuxièmement, on a commencé ce soir à mettre en ligne une série de podcasts. Le premier épisode est en ligne pour redonner de la voix aux sans-voix. Et donc, le premier épisode, c'est des enfants, des jeunes de l'ASE qui viennent raconter leur rapport à la politique à l'occasion des présidentielles. Donc, ce qui est assez fort en sens. On aura des publics de la rue, victimes de prostitution, qui se prêtent à cet exercice et qui feront l'objet de podcasts. Et enfin, après les élections, l'idée est de créer une sorte de groupe de travail informel au Parlement pour ramener les députés, les sénateurs qui le souhaitent sur le terrain, c'est-à-dire nous accompagner pour faire des maraudes, d'un côté, pour écouter, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, et éventuellement d'aller visiter des foyers. La dernière loi de protection des enfants en offre l'opportunité, puisqu'il y a maintenant pour les parlementaires un droit à visite, en fait, pour contrôler un peu ce qui s'y passe. Ça, c'est une avancée et c'est intéressant. Et donc, on souhaite accompagner ce mouvement pour créer des liens directs entre les représentants du peuple et ces oubliés de la République pour qu'enfin leur voix soit portée et soit relayée. De très belles suites, on l'espère. Voilà, on continuera à accompagner The Good Lobby, puisque Purpose n'est pas qu'une chaîne Twitch, c'est d'abord une plateforme de démocratie participative sur laquelle on travaille régulièrement avec des parlementaires pour les amener à co-construire leurs propositions de loi, comme on avait pu le faire avec différents ministres de vos gouvernements sur des textes d'ailleurs qui ont été adoptés, parce qu'on pense, moi quelque chose que vous avez dit ce soir sur ces questions de représentativité, de mobiliser, finalement tout fonctionne sur des logiques de majorité et d'emporter la conviction du politique que c'est une majorité de citoyens qui veulent voir les situations évoluer, et je pense qu'il faut raccrocher les morceaux. Aussi, on a entendu la critique de l'administration, des beaux témoignages sur des associations, des critiques sur les associations, mais comment est-ce qu'on fait à un moment donné pour mettre tout le monde autour de la table et réussir à avancer au bénéfice de chacun? Pour ceux qui veulent se renseigner sur l'actualité de la campagne, c'est thegoodlobby.fr. On pourra y trouver à la fois les réponses des candidats à nos interpellations et la série de podcasts dont on parlait tout à l'heure, sachant que l'émission de ce soir aussi, on peut la voir en replay pendant 15 jours, c'est ça ? 15 jours sur Twitch, mais ensuite vous la retrouvez sur la page YouTube de Purpose où les vidéos restent là de façon indéterminée. Donc je vous remercie tous. Vraiment les témoignages, moi je trouve étaient poignants, même un peu lourds. Et je suis vraiment ravi d'avoir accueilli ce live. Merci à ceux qui nous ont suivis, qui ont réagi dans le chat. J'ai essayé de temps en temps de reprendre des éléments, mais je pense que c'était difficile de s'extraire des conversations. On se retrouve, pour ceux qui le souhaitent, demain pour un nouveau live. Je trouve qu'il fait un peu lien aussi avec notre discussion ce soir.
dans l'émission La démocratie part en live, on va questionner la place des syndicats. Et est-ce que le dialogue social a encore une place et un sens aujourd'hui, avec quelques invités comme Laurent Berger, Thierry Baudet, qui est le président du CESE, on l'a évoqué tout à l'heure, ou Claire Toury, par exemple, du mouvement associatif. Donc je vous donne rendez-vous demain. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous tous. Qui se sont exprimés très clairement. Absolument. On peut être dans la rue et avoir une parole qui porte et qui soit claire. Et on peut parfois être bien chez soi et être incapable de s'exprimer. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée.